à l'approche de la date de Yudbet, Yud Gimel Tammuz, le 12 et 13 Tammuz, le jour de la délivrance de prison soviétique du Rabbi Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, sixième rabbi de la lignée Chabad, le beau-père du rabbi de Lubavitch. J'aimerais partager avec vous, relater avec vous l'histoire de ce Chag HaGeoula, de cette délivrance, sa signification, l'histoire de son emprisonnement. Le Rabbi Rayatz, dans cet épisode, si on peut dire, c'est plus qu'un épisode, dans cette histoire de Messirut Nefesh, de cet emprisonnement, il a fait preuve d'un courage exceptionnel, inédit et particulier face au régime soviétique stalinien et à tout cette machination et son mécanisme pour essayer de détruire tout ce qu'il y avait de judaïsme et de juifs en Russie. Donc c'est une grande joie, c'est un grand Yom Tov pour les Chassidim. C'est un Yom Tov que le Rabbi célébrait par un Farbringen, un rassemblement chassidique, avec une émotion particulière. Le Rabbi l'avait lorsque il célébrait, on marquait cette date-là. C'est un très très grand miracle, comme on va le raconter. Il faut savoir que il a été, on lui a annoncé que sa libération le 12 Tammuz, et comme les bureaux étaient fermés et il n'a pas pu recevoir l'acte, il l'a reçu que le lendemain du Yud Gimel, donc on fête le 13, donc on fête ce Yom Tov, et on dit pas Tachanoun, pendant ces 2 jours de Chag HaGeoula, 12 et 13 Tammuz. Il faut savoir que bien sûr, le 12 Tammuz, c'est aussi la date anniversaire de Rabbi Yosef Yitzhak. Alors, pour commencer à raconter l'histoire de l'emprisonnement, on se met un petit peu dans le contexte. Le Rabbi Rachab a dû quitter la ville de Lubavitch, et il y a eu la montée il s'est installé dans la ville de Rostov suite à la Deuxième Guerre mondiale et à la révolution bolchevique. Et c'est à Rostov qu'il y a eu Saïs Stalkut, son départ, qui nous a quittés en 1920. Le Rabbi Rayatz, qui était son successeur et son fils unique, il n'a pas officialisé la prise de fonction tout de suite. La première année, et même un peu plus, il était très isolé pour lui-même. Et en entendant cette montée, cette arrivée au pouvoir du bolchevisme, on raconte que le Rabbi Rachab s'était exprimé que moi et eux ne pourrons pas cohabiter. Ça veut dire qu'il a fait un peu allusion que celui qui aurait, si on peut dire comme ça, la mission et le rôle de lutter contre eux, ça serait son fils, le rabbi précédent. Pendant ce temps-là, on raconte que le rabbi précédent a demandé à un de ses chassidim d'aller voyager dans les différentes villes de Russie pour lui faire un compte-rendu de la situation du judaïsme. Il faut savoir qu'il y avait en Russie et dans certaines grandes villes, il y avait beaucoup de yeshivot, de shul, de mikvaot, de chadarim, de Talmud Torah, des grandes villes avec beaucoup d'institutions juives vivantes, actives. Et après la montée du bolchevisme, ils ont tout détruit. Ils ont fermé toutes les shuls, tous les chadarim, tous les Talmud Torah, toutes les yeshivot. Dans des villes où il pouvait y en avoir 50, il en restait que 5. Et ce chassid avait pour rôle d'aller un petit peu dans les différents endroits où il y avait des communautés juives et de venir faire un retour au Rabbi Rayatz. Et à chaque fois qu'il venait, qu'il rapportait au Rabbi Rayatz la situation catastrophique et le désastre qui se passait, il sentait que c'était douloureux pour le Rabbi Rayatz. La femme du Rabbi Rachab, la rabbinite Shterna Sarah, donc la mère du Rabbi Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, une fois elle s'est exprimée et elle a dit à ce chassid: je sais pas ce qui se passe avec mon fils en ce moment, le soir il pleure et on peut remplir des bassines de larmes. Donc, vu de la situation, le chassid a essayé d'éviter d'annoncer des mauvaises nouvelles de la situation du judaïsme en Russie. Et une fois en rentrant dans l'entretien, dans l'audience privée, il a essayé de faire un rapport avec un peu de réserve. Et le Rabbi Yosef Yitzhak, il a senti il parlait sous réserve, et il lui a dit: non, mais je veux que tu me dises la réalité. Et lui, il se retenait.
Et le Rabbi Rayatz lui a dit, pourquoi tu me dis pas? Alors il a dit, je sais que ça fait beaucoup de peine au Rabbi. Et le Rabbi Rayatz, il lui a dit, non, toi tu dois faire ta mission, tu dois me dire. Et il n'avait pas le choix de raconter au Rabbi Rayatz. Et il pouvait constater la peine que ça lui faisait. Mais après, le Rabbi Rayatz a pris l'initiative d'envoyer des chassidim, shluchim, pour fonder des shouls, des mikvaot. Et malheureusement, on était face à cette police secrète de Russie, la GPU, l'ancêtre du KGB. Et dans cette police, il y avait la section juive, la section pour s'occuper du dossier des juifs, la Yevé Sektia. Yevé veut dire juif en russe. Et pour nuire à des juifs, il n'y a pas mieux que des juifs. Et malheureusement, il y avait beaucoup de juifs assimilés et qui adhéraient à toute cette idéologie. Malheureusement, eux-mêmes, ils ont été aussi plus tard assassinés par le régime stalinien. Mais pendant ce temps-là, ils étaient là à espionner, à suivre, à accuser et à emprisonner. Et des centaines de chassidim ont été emprisonnés, tués en prison, envoyés en exil. Certains, on n'a jamais su quel a été leur sort. Et beaucoup, entre-temps, beaucoup de juifs assimilés. Mais malgré tout, comme j'ai l'habitude de le rappeler, on a répertorié plus tard que pendant cette période-là, il y avait, chez le Rabbi Rayatz, on a répertorié 500 ou plus de 500 institutions juives clandestines qui existaient en Russie, entre les mikvaot, les Talmud Torah, les yeshivot, les shuls, qui étaient comme ça dans des endroits cachés à droite et à gauche. Et c'était un grand Messirut Nefesh pour les chassidim de pas envoyer leurs enfants à l'école publique et de les envoyer de manière secrète dans des chadarim. Et ça, c'est pour raconter un peu le contexte de manière très brève. Et les autorités russes savaient que qui était à la tête de tout ça, c'était le Rabbi Rayatz. Donc, on sentait que l'étau se resserrait. Et on s'y attendait à ce qu'ils agissent et que ça arrive ce moment-là où ils mettent le Rabbi Rayatz, ils l'emprisonnent, ils s'en prennent au Rabbi Rayatz personnellement. Alors, le Rabbi Rayatz, cet emprisonnement, il l'a raconté en détail, des détails, dans un journal qu'il a écrit. Il l'a appelé le Masechet Gehinom, l'entrée de prison, c'est-à-dire le traité le traité de l'enfer. Le Rabbi Rayatz, dans ce Yoman, dans ce journal, il a raconté non seulement les détails de tout ce qui s'est passé, il a décrit exactement tout le mécanisme et les souffrances qu'ils lui ont fait, les méthodes qu'ils avaient et comment il leur a tenu tête. Il a aussi raconté les émotions qu'il ressentait à ces moments-là, ses peurs, son courage, ses pensées, toutes les nuances. Le Rabbi Rayatz, qui était un rabbi mais avec beaucoup de regesh, beaucoup d'émotions dans tout ce qui est la Torah, le judaïsme, mais même dans toutes les nuances très émotionnelles. Et il a écrit toutes ces émotions, il a pris la peine. Et il faut savoir que le rabbi s'est arrêté souvent dans des rassemblements chassidiques pour expliquer certaines nuances de ce qu'il a écrit dans son Yoman que, entre guillemets, on aurait pu interpréter un peu, qui raconte juste un petit peu le contexte, en ayant tendance à pas s'arrêter sur certains détails, mais le rabbi a montré comment chaque détail, de la manière comment il a décrit, c'était aussi pour faire passer des messages et des enseignements dans notre comportement, dans Torah Mitzvot et dans Avodat Hashem. Alors, le Rabbi Rayatz, il raconte dans son Yoman, il dit c'était le mardi, veille du 15 Sivan, mardi soir. On était quelques minutes après minuit. Il dit, j'ai reçu pendant quelques heures des gens en audience privée, en Yichidut, et après quelques heures, 3-4 heures ou un peu plus, d'accueil et de temps qu'il a consacré pour recevoir les gens chez lui, dans son Cheder Yichidut, dans son bureau, en audience privée. Alors il dit, j'ai fait la prière du soir, m'arrive, je me suis lavé les mains et je me suis installé pour dîner avec ma famille. Donc en présence de sa femme, ses 3 filles, et donc son gendre, le Rachag, le beau-frère du Rabbi. Et il dit, c'est à ce moment-là qu'on a entendu un grand bruit, un grand vacarme, et on a toqué à la porte, on a sonné de manière très violente, et là, il y a des agents de la GPO qui font irruption, qui rentrent dans la maison, accompagnés de soldats armés, et qui disent en rentrant, où est le rabbin Schneerson? Qui est le rabbin Schneerson?
et avec brutalité. C'était leur méthode, c'était leur mécanisme. À chaque fois que ils allaient arrêter les gens, les chassidim, certainement même chez d'autres, ils rentraient, ils faisaient un bruit terrible dans la maison, ils mettaient des gardes à chaque porte, ils fouillaient tout. Une des choses qu'ils fouillaient, c'était surtout chez chassidim, voir s'ils ont quelques échanges, des courriers avec Schneerson, qui était considéré comme un contre-révolutionnaire contre le gouvernement. Et donc là, ils sont rentrés avec tout ce bruit. Et le rabbi, dès qu'il a entendu taper, il a dit, peu importe leur identité, il a compris de qui il s'agissait, j'ai confiance en Hachem que tout se passera selon sa volonté. Et ils disent, est-ce que habite ici Yosef Yitzhak Schneerson, connu comme le rabbi de Lubavitch? Et là, le rabbi répond avec froideur, avec fermeté. Et on va voir que toute cette fermeté et cette froideur, cette assurance les a beaucoup déstabilisés parce que leur méthode, leur stratégie, c'était de faire peur et d'intimider les gens. Et cela n'a pas fonctionné avec le rabbi précédent. Le rabbi précédent, il dit, si vous n'avez pas le nom et l'adresse de celui qui habite ici, vous serez certainement pas venu. Alors pourquoi vous demandez? Et donc, il dit, si c'est ainsi, vous intimidez personne. Vous faites peur à personne avec le bruit que vous êtes en train de faire. Et dites ce que vous recherchez. Et il y a ici le concierge du bâtiment. Il connaît l'appartement. Il connaît tous ceux qui résident ici. Alors pourquoi avez-vous besoin de crier? Et là, il faut savoir qu'il y avait deux agents juifs. Un qui s'appelait Lulav, un qui s'appelait Nachmanson. Malheureusement, ces deux descendants de Chassidim, et leurs ancêtres étaient des Chassidim chez les Rebbeim, le Rabbi Rachab, comme on va le raconter plus tard. Lulav bégayait un petit peu, et il commence aussi à crier, et il y a des échanges un peu durs entre eux et le Rabbi précédent, mais toujours avec une fermeté et un courage de la part du Rabbi précédent. À un moment, il y en a un qui s'est exprimé... quand on vous amènera là-bas, faisant référence à la prison, on saura vous faire parler. Le rabbi précédent, il a dit, je vous ai déjà dit que je n'ai rien à cacher et je n'ai rien de quoi avoir peur. Il faut savoir que ce qui reprochait au rabbi précédent, c'était son soutien et son encouragement et l'organisation qu'il faisait pour maintenir les Chadarim et les Talmud Torah. Et le rabbi Rayatz considérait que selon la Constitution, il n'y avait rien qui empêchait tout ça, et que c'était juste une instrumentalisation de la part de certains agents de ces services secrets de la police russe. Et donc, il y a le deuxième agent qui s'appelle Nachmanson qui dit « Montrez-nous l'appartement, montrez-nous les pièces, montrez-nous les entrées, les sorties, tous les accès, et nous on va procéder à la perquisition selon la loi. » Et le rabbi, il a dit « Je pense que vous faites erreur, je n'ai rien à cacher, il y a ou une instrumentalisation ou une erreur. Mais vous pouvez chercher et pour l'instant, faites ce que vous avez à faire, mais je vous demande, ne dérangez pas mon repas, mon dîner. » Cette manière de s'imposer, de leur parler comme ça, ils n'avaient pas l'habitude. Et donc, ils ont mis des gardes, ils ont interdit qu'on se balade et qu'on se promène dans la maison, devant toutes les portes, etc. Et ils ont commencé à faire leur perquisition dans l'appartement. Le rabbi était très sérieux, mais il a montré aucun signe de crainte et aucun signe de peur. La première pièce dans laquelle ils sont rentrés, c'est la pièce où se trouvaient les filles du Rabbi Rayatz. Et la plus jeune, celle qui a répondu un petit peu de manière ferme et sévère, il y avait aussi la rabbinite Raya Mouchka, elles étaient là-bas toutes présentes, et les agents de la GPO, ils les ont provoqués, et la première question qu'ils leur demandent aux filles, c'était « À quelle partie appartenez-vous » Et là, la plus jeune, elle a répondu, la rabbinite Sheina, sans hésiter, nous n'appartenons à aucun parti politique. Nous sommes des filles juives fières qui chérissent le chemin de l'éducation et de la tradition juive et nous détestons et nous adhérons pas aux nouveaux airs. Et là, l'agent il demande pourquoi. Elle répond, elle dit pourquoi? La rabbinite Sheina. Elle dit ça, je suis pas obligé de vous répondre. Vous m'avez demandé quelle est ma vision des choses. Je vous ai répondu pourquoi. Je ne suis pas obligé de vous expliquer. On n'est pas là pour faire un débat sur différentes idéologies. Nous sommes ce que nous sommes. Nous l'avons dit de manière claire.
sans prendre en considération si cela vous plaît ou pas. Nachmanson n'a pas aimé cette réponse ferme et il a dit vous devez prendre en considération la force de la police russe, du service de la police, de la GPO, et on est des envoyés de cette organisation, et nous on a toutes les forces pour faire parler même les gens qui sont muets, et on a des méthodes avec nos agents chez nous pour faire sortir tout ce qui est caché au profond du cœur. Nous avons des procureurs qui sont des experts. Chez eux, on cache rien, on leur dit tout. On parle de volonté ou contre gré, peu importe. Même une pierre, elles font là-bas. Alors, la rabbinite Shaina, elle a dit, c'est justement là tout le désastre et tout le malheur. Parce que la seule manière que vous avez, c'est de prendre tout par la force et par la sauvagerie. Ça, c'est un chemin dégoûtant chez les gens un petit peu distingués et intellectuels. Donc, il y a eu un échange assez sévère, et le Rabbi Rayatz a écrit dans son agenda que lui, pendant son dîner, il entendait l'échange. Et il disait, d'un côté, ça me fait plaisir. D'un côté, j'entends le courage et les réponses que mes filles ont données. Mais de l'autre côté, j'avais peur qu'elles étaient en train de prendre trop de risques et se mettre en danger. Donc après, ils ont voulu perquisitionner la grande sifria, la grande librairie, la grande bibliothèque du Rabbi. Cette bibliothèque, c'est celle qu'on a aujourd'hui, en partie en tout cas, la sifria qui a chez le Rabbi, sur laquelle il y a eu le procès connu des Sfarim, et Tevet, avec du 5 Tevet, avec le Didan Notzach. Et cette sifria, elle contient beaucoup de livres kadosh, beaucoup de manuscrits de Rebbeim, de ses ancêtres, depuis le Baal Shem Tov, jusqu'à son père, le Rabbi Rachab. Et là, quand ils sont approchés, il a dit non. Vos mains dégoûtantes ne pourront pas toucher à mes livres. Je suis là avec vous, dites-moi exactement ce que vous voulez et je vais vous montrer. Donc ça a duré pas mal de temps, cette perquisition, et à peu près 2 heures. Et à la fin, ils lui ont donné un formulaire à signer que tout a été fait comme la loi, la perquisition, selon les règles, etc. Et le Rabbi Rayatz, il a dit non, je ne signerai pas sur ce formulaire dans lequel c'est mentionné que tout a été fait selon les règles, selon la loi. Moi, je suis toujours en question sur cette visite. Vous savez qui est le Rav Schneerson. Je pense qu'il y a une erreur, donc je ne signe pas. Donc là, dans ce formulaire, ils ont annoncé qu'il était arrêté, qu'il serait emprisonné. Il a dit, moi, concernant mon emprisonnement, je sais qu'il y a une erreur, et ça s'éclaircira dans les prochains jours. Je suis pas caché, j'habite ici à Leningrad, dans une grande ville, dans une grande avenue, tout le monde sait ce que je fais. Donc ça fera une mauvaise publication, une mauvaise réputation, et je suis sûr que tout s'éclaircira très prochainement. Donc, ils ont dit, vous pouvez demander certaines choses avant d'aller, et là le rabbi précédent il a dit, si la loi me permet, donc je demande qu'on me laisse prendre mes tefilines, un petit peu à manger, et ils ont dit oui, là-bas vous pourrez faire ce que vous avez besoin, vos prières, etc. Et il y a eu encore d'autres échanges, et toujours le rabbi avec fermeté. Souvent ils ont coupé la parole au rabbi, le rabbi leur demandait pourquoi vous m'avez pas laissé, vous m'avez pas permis de finir mes propos. Donc il a demandé, je demande qu'on me donne la permission de prendre mes tefilines, de faire la prière, et le manger la nourriture qui me sera transmise par ma maison, ma famille. Et il a dit, je vous garantis que là-bas, vous pourrez avoir de quoi écrire, papier, stylo, vous pourrez faire vos prières, personne ne vous empêchera, vous reviendrez bientôt le jour même à la maison, on va vous demander quelques questions et c'est tout. Bien sûr que tout ça, c'était un mensonge. Donc maintenant, on est dans la nuit, et ils disent au rabbi, vous allez nous suivre, on va vous amener. La prison à laquelle ils ont amené, ou ils souhaitent amener le rabbi précédent, elle s'appelle Shpolerke. Shpolerke, c'est une grande prison qui était connue pour sa cruauté. Rien que le nom imposait une terreur à tous les citoyens. Les gens ne marchaient même pas dans le périmètre de cette prison. Et le Rabbi Rayatz saura bien expliquer et décrire exactement ce qui se passe dans cette prison. Donc il faut comprendre au Rabbi Rayatz qui va aller à cette prison qui s'appelle Shpolerke. Le Rabbi Rayatz dit, mon état de santé ne me permet pas de marcher jusqu'à là-bas. Si vous voulez m'amener là-bas, il faut prendre une voiture.
il leur a imposé ça, ça a été un peu difficile, mais à la fin, ils ont accepté de faire amener une voiture qui va conduire le rabbi précédent dans cette prison. Donc voilà, c'est un petit peu le contexte et l'échange qu'il y a eu un petit peu dans ce moment. D'ailleurs, les chassidim ont pu retourner à cette maison, à cet appartement. Ils ont même fait un Farbringen, l'endroit où le rabbi précédent a été emprisonné. Ça s'appelle, c'était au numéro 22 de la rue Machavaya. Et voilà, donc maintenant, ils s'apprêtent à amener le rabbi précédent vers cette prison. On attend le véhicule qui va le conduire. Et à ce moment-là, il y a eu un petit détail. La mère du rabbi précédent, la rabbinite Shterna Sarah, la femme du rabbi Rachab, était présente au domicile, mais elle dormait à ce moment-là. Le rabbi Rayatz leur avait demandé de ne pas faire de bruit, pour pas la réveiller. Et juste au moment où ils s'apprêtent à amener le rabbi précédent, tout le monde éclate en sanglots, les filles pleurent, sa femme, tout le monde, elles disent, vous prenez notre père, il est malade, il fait que du bien à des gens, il a des problèmes de santé, on ira à sa place. C'était vraiment un moment qui brisait le cœur de voir toutes les filles, toute la famille du rabbi précédent qui était en train de pleurer, de voir leur père, le rabbi, se faire conduire dans la prison, la pire prison, dont on ne sait pas ce qui va se passer après, ce danger. Elles supplient, elles disent, prenez-nous à la place de notre père. Et donc, bien sûr que ces pleurs ne les ont pas affectés. Et entre-temps, sa mère, du rabbi Rayatz, la rabbinite Shterna Sarah, s'est réveillée. Et elle est rentrée dans la pièce principale, et ça lui a pas pris plus que quelques instants pour comprendre la situation, le contexte dans lequel elles sont trouvées. Elle a commencé à prier, elle a commencé à pleurer, elle a dit, oh, veille, mon mari, ton fils, elle parle au rabbi Rachab, ton fils qui se donne pour faire ta shlichut, ils sont en train de l'amener, il fait Mesirut Nefesh. Elle a dit, j'irai à sa place, quoi que ce soit, je laisserai pas qu'on le prenne, etc. Et Nachmanson, il a vu cet agent-là, du KGB, de la GPO, il a vu la mère du rabbi pleurer, et il s'est tourné vers le rabbi, il a dit, prenez-la de côté, essayez de le calmer, je suis pas responsable de cette émotion, et essayez de la soulager, et parlez-lui. Et le rabbi Rayatz, il dit, à ce moment-là, je me suis dit, il écrit comme ça dans ses mémoires, peut-être que dans le profond du mal, il y a aussi un petit peu de mélange de bien. Des paroles un peu doux comme ça n'étaient pas attendues de cet agent le plus cruel qui a du sang sur ses mains. Est-ce que peut-être lui, il a un peu de moralité? Est-ce que peut-être il a eu un petit moment d'émotion à ce moment-là? Peut-être qu'il a réalisé que la femme qui se trouvait devant lui, c'était la rabbinite de Lubavitch, la femme du rabbi Rachab, de mon père qui est connu. Peut-être, qui sait? Peut-être il a eu une pensée de tchouva, un petit peu de regret sur son sort, sur le sort dans lequel il est tombé, dans lequel il se trouve d'être un agent de la GPO. Voilà comment le rabbi Rayatz, il écrit et il décrit l'émotion, la nuance de ce petit moment-là où cet agent cruel a demandé un petit peu en douceur d'aller au rabbi Rachab, d'aller parler à sa mère. Donc le rabbi Rachab est rentré dans une pièce pour parler avec sa mère, et justement tout ça a été B'ashgacha pratit, c'était une providence divine, qu'il a pu lui confier certaines instructions qu'il n'aurait pas pu dire devant en présence de ses agents. Donc tout le monde est figé, le rabbi Rayatz s'apprête à partir, et encore une fois, avant qu'il descende, il y a encore des pleurs, les agents essaient de bloquer la famille pour accompagner le rabbi. Et là le rabbi s'est tourné vers eux, il leur a dit, mais est-ce que la loi, vous dites que vous faites les choses selon les lois, et conforme à la loi, est-ce que la loi vous permet d'empêcher des membres d'une famille d'accompagner celui qui est le plus cher pour eux avant qu'il quitte? Bon, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, il y a une voiture noire qui arrive, et ils ont préparé une petite valise pour le rabbi, dans laquelle ils ont mis des tefilines, ils ont mis quelques sfarim, un tania, un sidour, un gartel, quelques vêtements, et un peu de manger, une petite cruche avec de quoi boire. Et le rabbi rentre dans cette voiture, et le rabbi va quitter. Le rabbi il a donné quelques petites instructions aux membres de sa famille d'aller prier sur les Ohalim, sur le Ohel, sur le tombeau de ses ancêtres, de son père, de faire savoir à Lubavitch, chez Tzemar Tzedek, chez Rebbe Rachab, chez le rabbi Maharash, Rabbi Shmuel qui est enterré à Lubavitch avec son père de Tzemar Tzedek, au Halim des autres Rebbeim, de son père à Rostov. Le rabbi il a embrassé la
la mezouza, il a pris sa valise dans laquelle il y avait 3 paires de tefilin, Rashi, Rabbenutam, Shimusharaba, un talit, un gartel, comme j'ai dit, un sidour, un télim et un tanya, avec d'autres petites affaires. À ce moment-là, il y a l'oulav qui prend la valise pour la porter. Et il dit au rabbi, mon père, son père qui est un chassid, il dit, mon père, portez les valises de votre père. Donc moi, je vais porter votre valise. Et là, le Rabbi Rayatz, il a, d'un geste très ferme, il a retiré la valise des mains de cet agent, de l'oulav. Il lui a dit, non monsieur, si ton père portait les paquets de mon père, les valises de mon père, c'était quand ton père allait là où mon père voulait aller. Là, dans notre situation, tu cherches à porter ma valise lorsque tu m'obliges à aller là où tu veux que j'aille, et ça, je ne laisserai pas. Donc le rabbi a pris la valise, il l'a transmis à un des policiers, à un des gardiens, un des soldats. Donc le rabbi sort, et à un moment ils disent à la famille, vous pouvez aller que jusqu'à là, vous devez vous dire au revoir, etc. Et beaucoup de pleurs, beaucoup d'échanges difficiles, beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance, de voir le rabbi rentrer dans ce véhicule. Et le rabbi dit à sa famille, soyez en bonne santé, et Hachem, il va aider qu'on va se voir prochainement en bonne santé. Et la voiture quitte. Et la voiture va en direction de cette prison qui s'appelle Shpolerke. Et le Rabbi Rayatz raconte qu'à un moment, quand il était dans la voiture, il a aperçu un de ses précieux chassidim, qui s'appelait Reb Eli Chaim Altoiz, on va en parler. Et il dit, c'était dans la ville de Leningrad, à 2-3 heures du matin, il y a un silence total dans les rues, c'est désert, obscur, et sur la route, il aperçoit un de ses chassidim. Et le chassid, il voit la voiture, et il l'observe, et il reconnaît le Rabbi Rayatz dans la voiture. Il est figé de peur, et ça lui a pris quelques instants pour comprendre la situation. Le Rabbi dit, je vois qu'il ne comprend pas et qu'il est dans la panique. Le Rabbi a dit, j'ai pu lui faire un signe de la tête. Beaucoup plus tard, lorsque le Rabbi Rayatz est sorti de prison, il a écrit une lettre à ce chassid, et dans la lettre, il lui écrit, vous êtes le premier parmi les fidèles et les chassidim mekusharim attachés à mon père que j'ai rencontré à ce moment-là où on m'a amené de ma demeure vers cette prison la veille du mercredi 15 Sivan. Ça veut dire que le rabbi a porté une affection particulière au fait que c'est lui, le chassid, qu'il a rencontré à ce moment-là, dans ces moments difficiles, avant de rentrer en prison. Et là, ils amènent le rabbi et ils arrivent dans cette prison. Alors il faut savoir qu'avant de raconter la suite de ce que le Rabbi Rayatz raconte concernant cet emprisonnement, il faut savoir qu'en réalité tout avait commencé bien avant. Tout avait commencé bien avant. Il y avait toujours dans la même année, en Tavresh Pezaïn, en 1927, il y a eu, pour Purim, le Rabbi Rayatz s'est déplacé dans la ville de Moscou et il a célébré un Farbringen, un rassemblement chassidique. Ce rassemblement chassidique a lieu donc à Moscou, dans la choule. Il y avait quelques centaines de chassidim. Rabbi Rayatz, il s'assoit, il se lave les mains, il dit le Chaim, et il bénit les gens qui sont autour de lui avec beaucoup de brachot. Et on chante beaucoup de nigunim. Le Rabbi Rayatz a prononcé quelques discours, il a prononcé même un mahamar, un discours chassidique. Mais les gens sentent que le Rabbi Rayatz, il se trouve dans un état émotionnel assez particulier. Ceux qui sont proches, ils remarquent que le Rabbi Rayatz, le Rabbi Yosef Yitzhak, il prend du l'chaim, du mashké, de la vodka, un peu plus que ce qu'il avait l'habitude. Et on voit qu'il est dans un état d'esprit assez particulier. À un moment, il a mis sa tête sur ses mains. Il était concentré dans ses pensées. Plus tard, il va raconter que pendant ce moment-là, il était en train de se rappeler, avec dans sa mémoire des souvenirs de la ville de Lubavitch quand elle était dans toute sa splendeur. Les Rebbeim se trouvaient là-bas, son père, le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, la Yeshivat Tomchet Mimim de Lubavitch, le grand Zal, le grand Beth Midrash, il revenait dans ses mémoires de ce moment de splendeur et les moments difficiles dans lesquels on se trouve aujourd'hui. Et à un moment, on remarque qu'il y a des larmes qui coulent des yeux du Rabbi Rayatz. Et soudain, le Rabbi Rayatz, il se met debout, avec un visage
comme du feu, avec beaucoup d'émotion, il tremblait. Il disait « Juifs, Chassidim, Taïr Chassidim, chers frères, Anash, les gens de la communauté, on se trouve tous en Russie dans une situation dans la même que nos ancêtres ils étaient lorsqu'ils ont dû traverser la mer. Ils sont devant le désert, ils ont la mer devant eux, ils ont Paro avec son armée qui les poursuit. Et aujourd'hui, on doit faire Messirut Nefesh. On n'a pas le choix que de se jeter dans le feu du Messirut Nefesh. Et le vrai Messirut Nefesh, c'est de ne pas donner nos enfants dans leurs écoles publiques et de mettre nos enfants dans nos chadarim, même si ça nous coûte très très cher. Vous savez, je fais une petite parenthèse, il y a des lettres de cette époque, de cette période, dans lesquelles Rabbi Rayatz, il dit que il y aura un jour où on voudra acheter ce Messirut Nefesh, on ne pourra pas. Il y avait des moments de Farbringen où Rabbi Rayatz, il disait aux Chassidim, qui est prêt à la Messirut Nefesh? Et il y a des Chassidim qui levaient le doigt, et quand ils allaient dans ces shlichut, ils savaient qu'ils allaient pour donner leur vie. Et là, Rabbi Rayatz, il poursuit, et il dit, on doit savoir qu'on doit faire le même Messirut Nefesh que nos ancêtres, ils ont fait à l'époque d'Inquisition, qui se sont fait égorger pour pas céder à quoi que ce soit, de pas transgresser Torah Mitzvot, et sauver la flamme juive. Et il a dit, Juifs, on va se jeter tous dans le feu de Messirut Nefesh. Et il faut faire attention, protéger le chinuch et l'éducation de nos enfants. Donc il a dit beaucoup de paroles. Il encourage l'un et l'autre à s'encourager et à maintenir ce Messirut Nefesh pour sauver le judaïsme. Et là, soudain, le rabbi a ouvert sa chemise. Il a découvert sa poitrine, son cœur. Et avec un ferme poing, il a commencé à frapper sur son cœur. Et il s'est tourné vers ce fameux chassid de qui on a parlé, qui s'appelait Eliyahu Chaim Altoz. Il lui a dit, Eliyahu Chaim, l'année dernière, je vous ai ordonné d'écrire et vous l'avez pas fait. Maintenant, on subit. Maintenant, je vous dis d'écrire à tout le monde qu'on a un rabbi, il a laissé un fils. Quelle sorte de fils? Il a dit des mots un peu mystérieux. Et les gens étaient pas conditionnés pour recevoir cette émotion et ces propos difficiles. Ils comprenaient pourquoi le rabbi Rayatz, il prenait avec beaucoup d'émotion. Il faut préciser que dans ce rassemblement chassidique, il y avait présent des agents de la Yevé Sektia. Ils étaient là partout, ils espionnaient tout. Malheureusement, des fois même dans la communauté juive, ils devaient se méfier de certains qui espionnaient tout. C'était une vie très très dure. Ça a laissé des séquelles sur les chassidim, même après qu'ils sont sortis de Russie. On dit que tellement on avait des espions partout qu'ils se disaient que lorsqu'on se regarde dans le miroir, on se dit qu'il y a un de nous deux qui est un espion. Pour dire que c'était pas évident. Mais là, ils n'étaient pas cachés, on savait qu'ils étaient là, ils écoutaient tout. Et le rabbi Rayatz n'a pas été intimidé par leur présence. Et le rabbi, il continue, il poursuit ses paroles avec beaucoup d'émotion. Il dit, je t'ordonne, Eliyahu Chaim, il dit à ce chassid, d'écrire en mon nom que tout celui qui va mettre son enfant dans les écoles publiques des Russes, de la Yevé Sektia, il finira pas son année. Tu seras prêt à l'écrire? Et le rabbi, il a répété en frappant sur son poing très fort. Et le rabbi s'est assis sur sa chaise. Et il a éclaté en sanglots. Il tremblait d'émotion. Et il y a quelques centaines de chassidim qui sont là, figés, ils savent pas quoi faire. Il y avait présent un chassid qui s'appelait Rabbi Meir Simcha Chen. Et lui, il s'est permis, il a dit, Rabbi, on peut pas entendre des mots comme ça, c'est trop dur pour nous. Il a commencé à pleurer avec amertume, il a dit, on ne veut pas, on a besoin d'un rabbi ici, on a besoin que le rabbi soit avec nous. Et les gens étaient soulagés qu'il y a quelqu'un qui essaye d'intervenir pour essayer d'apaiser le rabbi. Et là, le rabbi a levé ses yeux, il a regardé l'assemblée, et il a dit, j'ai demandé à mon père, comme Nikolai, et mon père, il m'a dit, comme Nikolai. Nikolai, c'était un des empereurs, des rois, du gouvernement tsariste. Et le rabbi, il dit des mots qui paraissent un peu mystérieux, on ne connaît pas la signification. Et le rabbi, il dit, personne connaît l'histoire. Et le rabbi commence à raconter. Il dit, Nicolas Ier, lorsque son père, Paul Ier, l'a engagé pour faire des entraînements, son père a voulu savoir quelles étaient les capacités guerrières de son fils, et il voulait connaître un peu qu'est-ce qu'il est capable de faire.
Donc il lui a fait faire beaucoup d'entraînements très éprouvants. Et il a réussi à être à la hauteur. Et il était très content. Et quand il a réussi, qu'est-ce qu'il a fait l'enfant pour célébrer ce succès? Il a dit à l'armée que on peut donner des cadeaux à tous les soldats de la troupe avec laquelle la division avec laquelle il a pratiqué tous ces exercices, toutes ces épreuves que son père a voulu qu'il fasse. Il n'a pas demandé la permission à son père, il a fait un petit gaspillage, si on peut dire, pour récompenser tous ceux qui étaient avec lui. Son père était content que son fils a su faire preuve d'un bon guerrier capable, mais il était déçu que son fils a pris l'initiative de distribuer des cadeaux à tout le monde sans lui demander. Donc son père l'a convoqué, il lui a fait des compliments, et après il l'a réprimandé. Et il lui a dit « Je vais te punir, que tu seras renvoyé exilé de la capitale pour 2 ans. » Alors le rabbi, il finit cette histoire, et il dit « J'ai demandé à mon père, est-ce que c'est comme Nikolai ?» Et mon père il m'a dit « Oui, comme Nikolai. » Et on pense que le rabbi faisait référence au fait que le rabbi prend sur lui de faire, si on peut dire, un gaspillage spirituel, ça veut dire de donner toutes ses forces pour diffuser le judaïsme, mais c'était des mots mystérieux, et là le rabbi se retourne vers ce vieux chassid et lui dit « Zalman, tu es prêt, si on te demande maintenant, on met un feu avec du bois sec, et on allume le feu, on te donne le choix, ou que tu mets tes enfants dans les écoles publiques, ou que tu te jettes dans le feu. Est-ce que tu sauras ce que tu dois faire ?» Donc comme on a dit, c'était une situation difficile, et le chassid Rebbe Yochaim Altois, il s'est faufilé, il a été dans la pièce d'à côté où sa mère, la Rabbani Stern Sarah, la mère du Rabbi Rayat, se trouvait. Il s'est dit que c'est la seule qui pourra apaiser son fils, le Rabbi Rayat, de cet état émotionnel et de douleur et de peine dans laquelle il se trouvait. Donc, c'est ce qui s'est passé, et la rabbinite, elle est tout de suite venue, on lui a fait un petit chemin pour entrer dans la foule des chassidim, et elle s'est approchée jusqu'à la table, la place où son fils se trouvait. Les agents du KGB, ils observaient tout, on voyait de la haine dans leurs yeux, mais ils étaient là, et ils ont enregistré tout. Et les gens savaient que c'était ce Farbringen dans lequel, cette réunion chassidique dans laquelle le rabbi précédent, il a parlé avec la manière la plus claire et la plus ferme, qui était l'élément déclencheur de cette décision qu'ils ont eue, un des éléments déclencheurs en tout cas, de cette décision qu'ils ont eue de s'en prendre au rabbi précédent. Donc lorsque le rabbi, il a aperçu sa mère, arriver devant lui, il a tout de suite, avec beaucoup de respect, il s'est levé, il s'est tenu droit debout. Il a dit « maman », avant qu'elle puisse se dire quelque chose que ce soit. Il a dit « va dans ta chambre, dis un paragraphe de Télim, avec des pleurs, ça aide. » Et en parlant à sa mère, il s'est mis encore à pleurer. Le rabbi, il se met à pleurer, et soudain, sa mère aussi éclate en sanglots. Les deux, ils savent pourquoi ils pleurent. Et le chassid, il dit, vous imaginez cette scène? On se trouve dans ce Farbringen, le rabbi qui est debout, qui pleure devant sa mère, et sa mère qui pleure devant lui. Et le rabbi, il a dit à sa mère, maman, je ne fais rien avec ma propre initiative. J'ai tout obtenu chez mon père. Et le rabbi, il n'arrive pas à pleurer. Et il n'arrive pas à parler, il pleure. Et sa mère, elle lui dit, Sefi Tzrok, s'il te plaît, pour ta santé, pour les chassidim, essaye de t'apaiser, va dans la pièce d'à côté te reposer, fais attention, je t'en supplie, fais attention, préserve ta santé. Le rabbi, il observe sa mère, et soudain, le rabbi est tombé, il s'est évanoui. Difficilement, ils ont réussi à le ranimer, ils l'ont amené dans la pièce d'à côté, et les chassidim étaient comme désespérés. Après 2 heures de repos, le rabbi est revenu au Farbringen, il a continué à parler, et tout ce rassemblement chassidique, ça a duré 15 heures de Messirut Nefesh. Et le rabbi, quand il est parti après, les chassidim, ils ont chanté des nigunim, un des niguns connus qu'ils ont chanté, c'est un nigun qui s'appelle, qu'un chassid Rebben al-Futerfas,
il aimait beaucoup chanter, qui s'appelle Kol Bayar. Donc, Kinder, Kinder, vous été gewesen. Donc un nigun très très cher, très précieux, qui exprime l'attachement et le languissement d'un père, d'Akadosh Baruch Hu avec ses enfants, d'un père avec ses enfants, d'un rabbi avec ses chassidim. Et donc voilà, ça a été un des éléments déclencheurs, donc ce Purim, quelques mois avant cette nuit d'arrestation du Rabbi Rayatz, qui a déclenché l'emprisonnement du Rabbi Rayatz, et qui a montré son courage au Rabbi Rayatz. Donc revenons à cette nuit où ils ont conduit donc le Rabbi Rayatz, et là il arrive avec cette voiture devant le bâtiment qui imposait cette terreur de Shpolerke. Le Rabbi Rayatz descend de la voiture et il y a des petits échanges entre les agents et le gardien. On sent qu'ils n'ont pas encore reçu peut-être le feu vert et ils ont peur de rater l'occasion. Ils insultent, ils disent des gros mots. Jusqu'à que la porte est ouverte et le Rabbi Rayatz pénètre et on l'amène dans cette prison. Et je passe beaucoup de détails parce que c'est assez long, des détails que le Rabbi Rayatz raconte. Donc Nachmanson, cet agent, confie le Rabbi à un des gardiens de la prison et il lui dit « Tu t'en charges, tu fais ce qu'il faut faire avec ce prisonnier ». Et là, l'agent, le soldat, il dit au Rabbi Rayatz, il pointe du doigt en direction d'un couloir dans lequel il devait aller, et au bout du couloir, il y a une porte grande ouverte. Et il lui dit, allez avec votre dossier là-bas, avec ces papiers, avec ce formulaire, dirigez-vous au fond du couloir. Et le Rabbi Rayatz décrit que en face de lui se trouvait un couloir qui faisait à peu près 25 mètres de long et 2 mètres de large. Il dit, il y a beaucoup de portes tout le long du couloir, l'une en face de l'autre. Le couloir, il est obscur. Il y a des petites bougies au-dessus de chaque porte qui brûlent, qui clignotent, qui sont allumées. Et devant chaque porte, il y a des soldats avec des armes, des épées qui brillent. Il disait, rien que d'observer le soldat, observer ce couloir, ça a imposé une terreur. Il dit, Rabbi Rayatz, que toute l'architecture de la prison a été conçue de manière à imposer une terreur. Toutes les règles et les gestes qui étaient imposés là-bas étaient pour imposer une terreur, pour enlever au prisonnier le sentiment qu'il existe, qu'il est lui-même, et qu'il n'est plus rien, qu'il est que soumis à leur autorité. Et donc le rabbi dit, ça faisait très très peur d'observer ce couloir avec ces soldats, etc. Donc le rabbi, il commence à s'introduire, à pénétrer dans ce couloir, et il est en train de penser, et il se dit, qu'est-ce que je fais ici, etc. Et d'un coup, il voit une autre porte ouverte qui donne sur un autre couloir. Et il dit, le contraste, la différence entre ces deux couloirs, elle était impressionnante. L'autre couloir était bien éclairé. On voit des portes avec des bureaux. On voit des plaques devant chaque porte qui indiquent qui se trouve dans cette pièce. Donc, le Rabbi Rayatz, il dit, je sais pas pourquoi, ça m'a interpellé. Et il dit qu'il s'est engagé, sans le vouloir, si on peut dire, dans ce couloir. Et à un moment, il est fatigué, et il voit un banc dans le couloir, et il s'installe. Et à un moment, il s'aperçoit qu'il s'est trompé. Et il se dit, je ne veux pas faire marche arrière, tout est Bashgacha Pratit. Il se rappelle de l'enseignement du Baal Shem Tov, qui dit qu'il n'y a rien d'hasard chez un juif dans la vie du monde, de manière générale. Et si je me suis trompé et que je me suis engagé dans ce couloir, c'est que tout est Bashgacha Pratit, donc il n'a pas fait marche arrière. Et à un moment, il était fatigué, il y avait une chaise ou un banc dans le couloir, et il s'est installé là-bas. Il faut savoir que, si on peut dire, cette erreur, si on peut appeler ça une erreur, le fait qu'il s'est trompé de couloir lui a sauvé la vie. On va l'expliquer. Et le Rabbi Rayatz, il a dit qu'il s'est bien rappelé de l'enseignement du Baal Shem Tov, Bashgacha Pratit, donc il s'est dit, si Bashgacha, par la providence divine, je suis rentré là. Il faut savoir que le Rosh Hashanah, qui a précédé de l'année Tavresh Pezaïn, 5687, 1927, il y a eu des choses qui étaient des signaux. On sait que chez les Rebbeim, ce qui se passe au moment du Kiyat Shofar, du son de la sonnerie du Shofar au Rosh Hashanah, elle indique beaucoup sur ce qui va se passer dans l'année. On raconte que
quand il a dit les psukim qu'on dit avant le shofar, on dit à un moment Al yashkuni zeidim, que les mauvais ne me fassent pas de mal. Et il s'est exprimé, il a dit Aïe Gewalt, il a exprimé une douleur et qui a interpellé les chassidim. On dit que dans le discours chassidique qu'il a prononcé à Rosh Hashanah, en plein milieu, il a introduit, qui n'était pas vraiment lié avec le sujet, il a introduit l'idée de la Hashgacha Pratit, de la providence divine, duquel le Baal Shem Tov y parle, et que même une feuille qui se déplace, ça a un impact sur tout ce qui se passe dans toute la création du monde, depuis le début de la création du monde. Et donc, on n'a pas compris pourquoi le Rabbi il a introduit ce sujet. Et plus tard, le Rabbi a dit, si c'était pas parce que dans le Mahamar, j'avais introduit ce sujet, où j'avais parlé au début de l'année de l'histoire de l'Hashgacha Pratit, peut-être que j'aurais fait marche arrière lorsque j'étais dans le couloir. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le couloir sombre, obscur, dans lequel ils ont donné la consigne au Rabbi Rayatz de se diriger, c'était au fond, c'était un couloir où celui qui rentrait dans la pièce du fond, il était malheureusement directement éliminé. Et le Rabbi Rayatz s'assoit, à un moment il entend du bruit, il y a des gens qui sortent des bureaux, des agents, eux ils ont même pas idée que le rabbin, si on peut dire, qui est assis avec toute son allure de rabbi, avec son chapeau, son sertouk, son manteau, ses tzitzit, c'est un prisonnier, il voit une personne assise, et là il y a un des agents qui échange avec le rabbi précédent, il lui propose même une cigarette, il commence à lui parler, différentes choses, il lui fait même référence qu'il connaissait la fille de Lubavitch, c'était pas un juif. Le Rabbi Rayatz arrive à identifier de quelle province et de quelle région il vient de la Russie, etc. Jusqu'à qu'à un moment, il demande au Rabbi Rayatz tout naturellement, mais vous faites quoi ici? Et là, Rabbi Rayatz, il lui dit, j'ai eu la consigne de venir dans ce couloir, mais finalement je me suis trompé. Et là, l'autre, il dit, on vous a dit d'aller là-bas. Et là, Rabbi Rayatz, il réalise que c'était quoi la gravité, le piège. Ça veut dire que celui qu'on envoie là-bas, c'est le prisonnier le pire. Et là, il comprend qu'il a affaire à un prisonnier important, si on peut dire grave, selon les critères. Et il commence à dire des insultes. Et là, il y a toute une suite, jusqu'à qu'il l'amène vers le gardien, qu'il l'amène dans une section, jusqu'à qu'on l'amène à la 6e section. Mais avant de l'amener à la 6e section, on l'amène dans une salle où on doit l'admission, si on peut dire, on doit remplir un formulaire. Et dans cette salle, il y a plein de dames qui sont assises avec des machines à taper qu'on a connues à l'époque et qui font l'admission du prisonnier dans la prison. Donc le Rabbi Rayatz s'installe, tout autour il y a des gardiens qui observent, et là il se passe un échange avec le Rabbi Rayatz et cette dame, fonctionnaire si on peut dire comme ça. Elle lui demande de remplir. Le Rabbi Rayatz, il dit je ne vais pas remplir le formulaire, moi j'ai pas cherché à venir ici, on m'a amené ici, si vous voulez vous pouvez remplir vous. Elle n'a pas l'habitude d'un prisonnier qui parle comme ça, elle dit vous avez oublié où vous vous trouvez. Et le Rabbi il dit non j'ai pas oublié où je me trouve. Elle lui demande quel est son nom, et le Rabbi dit son nom. Le Rabbi elle demande au Rabbi quel est votre titre, il dit je suis citoyen honorable depuis quelques générations. Bon, c'était un titre que l'Admor Azaken avait reçu et les Rebbeim avaient reçu. En vérité, l'Admor Aemtsei avait reçu. Ça, on peut dire, c'est une autre histoire, mais le Rabbi dit ce titre qui lui est désigné. Et elle dit, je connais pas un titre comme ça, citoyen honorable, etc. Et le Rabbi dit, vous m'avez demandé, je vous ai répondu. Elle lui a demandé quelle est votre activité. Il a dit, je fais de la recherche sur le divin. Elle dit, ça veut dire quoi? Elle a dit, j'enseigne. Il a expliqué qu'il enseignait la pensée, la philosophie chassidique et l'enseignement des Torah et mitzvot. Elle l'a pas compris. Elle a dit, je peux pas écrire ça. Il lui a dit, moi, de mon côté, n'écrivez rien. Je vous demande pas d'écrire. Jusqu'à qu'il y a un petit conflit entre cette dame et donc le rabbi précédent, un échange un peu difficile. Et là, elle fait signe aux officiers de s'approcher. Et là, ils interviennent et ils échangent avec le rabbi jusqu'à qu'ils finissent par remplir le formulaire. J'ai entendu une fois le Rav Groner qui a raconté, le Rav Yehuda Leib Groner, secrétaire du rabbi. Il a dit que c'était Yud Bet Tammuz de l'année 5709. Et Tafshin Tet, ça veut dire le dernier Yud Bet Tammuz avant la Istalkut, le départ du rabbi précédent, ça veut dire 1949. Et le rabbi
il y avait des Bachurim qui se trouvaient à l'entrée du 770 et il y a l'ascenseur, que ceux qui sont familiarisés connaissent, juste à l'endroit où le rabbi distribuait les dollars, et le rabbi sort de l'ascenseur. Il descend de l'appartement du rabbi précédent. Et c'est le 12 Tammuz, il voit quelques personnes, il leur dit, si vous voulez, je vais vous raconter quelque chose tout frais que je viens d'entendre de mon beau-père, le rabbi précédent, concernant son emprisonnement de Yud Bet Tammuz. Et il dit la chose suivante, il dit, mon beau-père m'a raconté que lorsqu'il est rentré dans la salle, alors ça, cet épisode, le rabbi précédent ne le raconte pas dans son journal, peut-être ça s'est passé à une autre époque, mais il raconte comme ça, il dit, je suis rentré dans la salle où on devait faire l'admission, si on peut dire, on devait remplir le formulaire, et il a dit deux choses. Il a dit, la première chose, c'était que lorsqu'on s'asseyait, la règle était qu'on devait avoir la tête baissée, pour montrer qu'on est complètement soumis. Et il dit, moi, je suis resté droit. Et celui qui restait droit, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des soldats avec des petites épées, des petits couteaux, qui venaient vers lui, qui le piquaient violemment pour qu'il admette de baisser la tête. Il dit, à un moment, il y a un soldat qui est venu avec son couteau, il a dit, je le regardais sévèrement, et il m'a rien fait. Il dit, lorsque la dame m'a demandé quel âge j'avais, j'ai répondu, j'ai 150 ans. Et la dame me regarde et me dit, 150 ans? Je peux pas écrire une chose pareille. Il dit, moi je vous demande pas d'écrire, vous m'avez demandé quel âge j'ai, je vous dis 150 ans. Elle dit, mais je comprends pas, c'est ridicule, ça veut rien dire de dire que j'ai 150 ans. Vous pouvez m'expliquer? Et là sont venus les responsables, ils ont dit, mais expliquer, ça veut dire quoi quand vous dites vous avez 150 ans? Il a dit, je vais vous dire quelque chose, moi je suis rien. Moi je suis qu'une continuité de ce qui a commencé depuis mes ancêtres, les Rebbeim Chabad. Et le premier rabbi de la dynastie Chabad, Rabbi Shneur Zalman, l'Admor Hazaken, et ça a commencé il y a 150 ans. Donc vous me demandez quel âge j'ai, je vous dis j'ai 150 ans. Donc, le rabbi a voulu montrer qu'un rabbi, il n'est pas lui-même. Ça rappelle un petit peu la phrase de la rabbinite lorsqu'on a demandé à qui appartiennent les livres, et elle a dit, ils appartiennent aux chassidim parce que mon père et les chassidim, mon père et les livres appartiennent aux chassidim. C'est-à-dire qu'elle a voulu montrer qu'un rabbi, il est que là pour sa shlichut. Et là, un rabbi veut dire, je peux te donner mon âge, mais moi, je représente pas moi-même, je représente la mission que je continue de tous les rabbis. Donc finalement, le formulaire a été rempli, et il le passe d'un gardien à l'autre. À un moment, il l'amène dans une pièce. Le rabbi Rayatz a demandé ces tefilines qui ont été pour l'instant confisquées. Et il a insisté, il a dit, c'était une parole d'un agent qui m'a dit quand j'étais à la maison que je pourrais avoir mes tefilines, etc. Et à un moment, il était dans un bureau avant qu'on l'amène dans sa cellule, et là-bas, il a vu cette tefilines, on lui a remis, et quand il a demandé au gardien, est-ce que je peux mettre les tefilines, il a commencé à insulter, tu veux faire une synagogue ici, de toute façon tu vas être tué, tu vas oublier toutes tes envies, et des mots très 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 difficiles. Donc le rabbi, ils n'ont pas laissé mettre les tefilines dans cette pièce, et il a pris ces tefilines, il les a mis dans la poche, et là, le gardien l'amène pour le conduire à la sixième section, vers sa cellule, dans la cellule où il sera incarcéré. Et c'était une longue route, et le rabbi précédent demande aux soldats, on en a pour combien de temps? Il lui donne un certain délai, il lui dit, on va passer par des caves, on va passer devant des cadavres, on doit monter des escaliers, etc. Et il marche, et le rabbi précédent marche doucement. Et le rabbi précédent, à un moment, il est fatigué, il s'arrête. Et il commence à sympathiser, si on peut dire comme ça. À avoir un petit échange plus détendu avec le gardien. Et il lui propose une cigarette, et il parle. Et à un moment, il demande au garde qui l'accompagne, il lui dit, est-ce que tu me laisses mettre les tefilines? Et là, encore une fois, il l'a insulté, il a arraché les tefilines, il les a jetés par terre. Et le rabbi Hayat les a embrassés avec des larmes. Et finalement, ils reprennent la route pour marcher. Et dans cette prison, monter, descendre des escaliers, passer par des caves, et jusqu'à que, un moment, le Rabbi Hayat, il voit que l'autre, il prend un peu de distance, et il se retourne, et il dit au Rabbi Hayat, pourquoi t'es en train de ramper comme une grenouille? Et vous imaginez un peu un rabbi dans quelles conditions il se trouve, et comment il est traité, le Messirut Nefesh, et encore, c'est que le début, malheureusement. Et donc, à un moment, le Rabbi Hayat, il monte des escaliers, et l'autre, il a déjà avancé, il est déjà à l'étage d'au-dessus, et le Rabbi Hayat profite de ce moment d'absence du gardien et cette distance, et très vite, il met les tefilines, et il met les tefilines sur le bras, sur la tête, il commence à dire Shema Israël, et l'autre, il se retourne, il dit, qu'est-ce que tu fais? Et quand il aperçoit les tefilines sur le Rabbi précédent,
il est descendu comme une bête sauvage, si on peut dire, de manière brutale, et il a donné un coup de poing au rabbi précédent, et il l'a envoyé, il a roulé et dégringolé les escaliers, et le rabbi Rayatz, il s'est retrouvé en bas des escaliers, et il était par terre, et le rabbi Rayatz, il dit, quand j'ai roulé comme ça, j'ai senti que tous mes os se décomposaient. Il a dit, après, il y a la boucle de ma ceinture qui m'est rentrée dans le ventre, et il a commencé à saigner. Le rabbi Rayatz, il était dans un état très très difficile. Et là, le soldat, il se met à crier au rabbi Rayatz, lève-toi. Il commence à le menacer, il sort son arme, il dit, si tu te lèves pas, je vais te tirer dessus. Et là, le rabbi Rayatz, il lui dit, je ne peux pas me lever. Si tu veux me tirer dessus, tu peux. Il n'y aura aucun témoin qui est présent, il n'y aura que Dieu qui aura vu et qui te réglera ton compte. Le soldat, il a rangé son arme, il a aidé le rabbi Rayatz à s'asseoir. Le rabbi Rayatz, il dit, les douleurs étaient encore plus grandes, mais il a profité de ce moment où il était encore par terre pour finir la suite du chemin qu'il avait commencé à faire lorsqu'il avait mis les tefilines. Une fois assis, il a pris ses tefilines, il les a rangées, et il a dû attendre quelques instants pour pouvoir reprendre cette marche, pour aller jusqu'à la 6e section, dans laquelle on allait l'amener dans sa cellule. Le rabbi Rayatz, il décrit que pendant cette marche, le gardien lui raconte sa vie, et à un moment il lui dit, tu sais, tu as de la chance, moi j'ai su que tu seras tué, mais pas par la pendaison, par la fusillade. Tu seras fusillé. Chas v'shalom. Et Rabbi Rayatz, il entend ça, et lui dit, mais t'as de la chance, parce que c'est beaucoup moins de souffrance. Alors il lui dit, tu sais, il y a des degrés, des niveaux, il y a celui qu'on condamne et qui va être tué de cette manière, il y a le niveau A, B, C, et même dans le A, le B, il y a plusieurs degrés. Il dit, le moins douloureux, c'est la fusillade. Et après, même dans la fusillade, il y a plusieurs manières. Et il lui décrit les manières les plus cruelles, comment ils étaient en train de tuer les gens, et il lui dit, tu sais que j'ai un collègue, c'est un professionnel, des fois on prend la personne, il sait même pas qu'on va le fusiller, il va se promener dans la prison, dans la cour, et on discute avec lui, et pendant qu'on discute, on lui tire dessus, il s'y attend même pas. Il dit, moi j'ai un ami, il est très pro, il arrive à faire une blague et faire sourire le prisonnier, et une fois il lui a tiré dessus, et une fois qu'il était par terre, il avait encore le sourire sur le visage. Des scènes très cruelles, il en raconte d'autres encore. Et le rabbi Rayatz, il dit, je sais pas pourquoi, ça n'a eu aucun effet sur moi au moment où il a raconté tout ça. Donc, finalement, le rabbi Rayatz, il est conduit d'un gardien à l'autre, d'une section à l'autre, jusqu'à qu'au final, on l'introduit dans la dernière section. Entre les différents passages où le rabbi Rayatz, il a été, il y a un moment, il a laissé son sac avec les tefilines dans un des bureaux. Et pour l'instant, ils ne veulent pas lui rendre. Donc le rabbi rentre dans la cellule numéro 160 dans la 6e section. Et le rabbi décrit exactement la situation de la cellule. Et il dit que c'était une petite pièce qui peut contenir 2 personnes, mais ils étaient déjà 4, il y avait 4 prisonniers. Le rabbi va découvrir que un de ces prisonniers était juif. Et lorsqu'il rentre, ils voient tous un rabbin qui s'introduit dans cette cellule. Ils nous regardent tous avec des gros yeux et ils lui font un peu de place. Il y a un prisonnier qui est gentil, qui enlève ses affaires et qui lui donne un petit espace, c'était de la paille pour s'allonger. Le rabbi s'assoit, il sort une serviette de sa sacoche, de sa valise. Il y avait un petit robinet dans la pièce et il le mouille pour mettre sur sa plaie. Il respire et il essaye de se soulager difficilement. Eux, ils n'ont pas l'habitude de voir... Et il y a un juif qui s'appelait Sheft Levitz, et il observe le rabbi, et il se dit, mais je l'ai déjà vu quelque part. Bon, c'était pas un juif chassid ou un juif pratiquant. Et d'un coup, il a un petit éclair, et il se rappelle, il a des frissons. Et il commence à crier, Rabbi, même vous, ils ont mis les mains de la GPO sur vous. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? C'est une catastrophe. Et il dit, ça fait 2 mois que je suis dans cette cellule. Jusqu'à il y a 2 semaines, tout était encore calme. Mais il a dit, je vous conseille tous de dormir. Il a dit parce que la nuit, on entend des horreurs. On entend comment ils prennent des prisonniers, ils les sortent de leur cellule. On entend comment ils sont en train de pleurer, de crier. Et après, dans la cour, on entend des tirs de fusillade et on entend comment ils sont en train d'assassiner les gens un par un. Il a dit, c'est une catastrophe qui se passe.
Et après, chacun des prisonniers a raconté son histoire au Rabbi Rayatz. Donc là, il est 6 heures du matin lorsque le Rabbi Rayatz a introduit et rentré dans cette cellule. Le Rabbi Rayatz, il a pris le temps aussi de décrire toutes les règles et les lois de la prison. Et le Rabbi Rayatz, il dit que dans cette cellule, on pouvait avoir une personne, maximum 2. Et là, maintenant, ils sont 4, 5. Et il y a le gardien qui passe et qui leur fait savoir, par une petite ouverture, il leur dit « Sachez que 130 personnes ont été fusillées aujourd'hui. » C'était juste pour faire torturer, faire souffrir encore les gens davantage. Et quand un prisonnier demandait un petit peu d'eau, le gardien lui disait « Mais à quoi ça sert d'entretenir et de gaver ton corps ? Tu seras fusillé très prochainement. » C'était juste pour déchirer, démoraliser toutes les personnes qui s'y trouvaient. Et ça arrive le matin. Alors on pouvait connaître les horaires de la journée selon les moments où ils distribuaient, entre guillemets, un petit peu à manger. Et selon les horaires de sortie pour faire une petite, entre guillemets, balade assez particulière dans la cour de la prison. Donc le soldat, il ouvre la petite lucarne, le Judas dans la porte, à travers lequel il faisait passer la nourriture qui vont donner aux prisonniers. Et donc il y avait un céder, un ordre, un règlement, comment les choses se déroulaient. Et là, il appelle le premier prisonnier, approche-toi, prends ton eau chaude ou ton pain. Et il appelle le deuxième, et il appelle le troisième, et le quatrième est le rabbi précédent. Et il dit, quatrième, approche-toi. Et le rabbi, il est assis avec sa serviette avec laquelle qu'il a mouillé, sur laquelle il y a du sang de sa plaie. Et le rabbi Rayatz ne réagit pas. Et donc là, le gardien, il dit, donc toi, tu n'auras pas de pain aujourd'hui. Lorsqu'on recevra l'instruction, on t'en donnera. Le rabbi dit, j'ai pas besoin de pain, donnez-moi un crayon avec un papier, je vais écrire une demande à la direction. Il lui dit, t'as déjà écrit trois télégrammes, 3 demandes, parce qu'aux différentes étapes, le président, il demande à chaque fois d'écrire au responsable qui demande qu'on accomplisse la promesse et qu'on lui donne cette filine. Et donc, lui dit, le Rabbi Rayatz dit, selon la loi, vous devez exaucer mes demandes, j'ai le droit d'écrire même 100 demandes par jour. Et il dit, messieurs les messieurs qui sont présents dans ma cellule, vous êtes témoins que ce gardien refuse que la loi m'autorise. Et bon, le gardien n'a pas aimé, donc il amène un crayon, et il dit, venez le chercher. Le Rabbi Rayatz, il dit, Rabbi président, il dit, non, je peux pas me lever le prendre, je suis blessé. Et il dit, selon la loi, je dois vous le donner en main propre. Et le Rabbi dit, je ne peux pas. Alors il dit, si c'est comme ça, vous n'avez pas besoin. Alors le Rabbi il dit, si c'est ainsi, selon la loi, je demande qu'on appelle le chef de la 6e section dans laquelle je me trouve. Et là il claque la porte, et on appelle à nouveau les prisonniers pour recevoir de l'eau chaude. Et quelques temps plus tard, on entend des gros pas, un gardien qui vient avec des bottes, avec une allure impressionnante, et il rentre dans la cellule, et ça impose une terreur sur tous les prisonniers. Il dit, qui a fait appel à moi? Le Rabbi Rayatz, il dit, c'est moi. Il dit, vous cherchez quoi? Vous voulez quoi? Il dit, je veux mes tefilines et mes livres. Et je demande qu'il y ait un docteur car je suis blessé. Alors il dit, le docteur ne viendra pas avant demain, avec les quelques petites gouttes qui coulent, ton sang ne se videra pas. Et le Rabbi demande, et qu'est-ce qui se passe pour mes tefilines? Il dit, tu dois te distraire, vous devez vous distraire de toutes ces bêtises. Ici, vous n'aurez pas de tefilines. Alors le Rabbi, il dit, si c'est comme ça, au nom de la loi, je vous annonce, à vous, le chef de la 6e section, que je fais une grève de la faim. Je ne ferai rentrer aucune nourriture et aucune eau pour boire ni pour manger tant que je ne reçois pas mes tefilines. Les prisonniers présents, ils seront témoins de ma grève de la faim jusqu'à qu'on me donne mes tefilines. Le voici, je vous le transmets à l'écrit. Il a pris le papier, il l'a lu rapidement, il était énervé. Il a dit des insultes, on va te jeter dans un trou et tu seras déjà dans le paradis, tu vas oublier toutes tes idées. Et il a dit au Rabbi, je pars et ne me dérangez pas à nouveau. Les prisonniers étaient pas habitués à ce genre d'échange. Ils avaient très très peur pour ce que ça allait coûter, entre guillemets,
cette attitude au Rabbi Rayatz, au Rabbi précédent. Le Rabbi a un peu moins de douleur. Le Rabbi met son talit qu'il avait et il prie. Il prie Shacharit à voix haute, avec des nigunim Chabad, avec beaucoup d'émotion. Le Rabbi se tient sans bouger, il parle à Kadosh Baruch Hu en chantant. Et les prisonniers sont comme ça à observer. Imaginez cette scène, le Rabbi précédent, dans cette cellule, le Nassi adore, et qui est en train de prier seul. Il peut pas avoir cette filine, il prie avec son talit, il prie à Hachem, à Kadosh Baruch Hu avec ses nigunim. Au milieu de sa prière, c'est arrivé le moment de promenade pour les prisonniers. Il y a tout un règlement, comment ils doivent marcher un derrière l'autre, qu'ils doivent pas tourner la tête, pas de clin d'œil, pas ramasser de papier, etc., etc. Et ce moment, c'est le moment pour les prisonniers de pouvoir un peu voir un peu d'air frais et prendre un peu la température et voir la couleur du ciel. Le Rabbi Rayatz, il dit que quand ils ouvraient la trappe, le petit Judas, pour voir à l'intérieur, pour transmettre la nourriture, c'était aussi un petit moment où on pouvait avoir un peu d'air frais du couloir. C'était tellement étouffant dans cette cellule. Et au milieu de cette fila où le Rabbi Rayatz il est en train de prier, ça arrivé le moment de la promenade, mais le gardien il a vu le Rabbi dans sa prière, il a rien dit, il l'a laissé prier. Après sa prière, après sa tfila, le Rabbi a parlé des paroles de Chassidut, des paroles de Torah devant les prisonniers, des choses simples qu'ils pouvaient comprendre, et c'était comme de l'eau fraîche sur une âme desséchée pour ce juif et même ses voisins qui ne l'étaient pas et qui ont écouté les paroles de Torah du Rabbi précédent. Et chaque prisonnier raconte son sort au Rabbi précédent, je vous passe les détails, mais ils sont tous ici en attente de savoir, il y en a un, on lui a dit t'es condamné à mort, mais il attend depuis quelques mois et il est comme ça dans la cellule. Alors là, le Rabbi a passé sa première journée dans la prison mercredi soir, et là un des prisonniers dit je vous conseille tous de dormir pour pas entendre les horreurs qu'on a l'habitude d'entendre la nuit. Il y a le gardien qui ouvre la petite lucarne et il dit la petite trappe et il dit il faut se coucher, et quand il dit qu'il faut se coucher, il faut dormir, on obéit. Tout le monde doit s'allonger, on doit dormir. Maintenant, le Rabbi Rayatz, il lui répond, il dit, je pourrais pas dormir avant 11h du soir, à laquelle je vais devoir faire ma prière du soir. Il faisait référence à la tfila de Ma'ariv. Et il dit donc, fais-moi savoir dès que c'est l'heure. Le gardien n'a rien dit, et il a, un petit moment plus tard, il a rouvert la trappe, il a dit, le moment est arrivé. Et là, le Rabbi se met à prier Arvit. Et le Rabbi, il dit, il était déjà tard, et il dit, en plein milieu de mon chemin, j'ai pu entendre les hurlements, les cris, et le Rabbi, il explique la peur que ça a fait. Le Rabbi dit qu'il a ressenti cette peur. Et il a compris la description de ses voisins dans la cellule qui ont décrit les scènes horribles qu'on entendait la nuit. Et le Rabbi dit, j'ai pensé à un moment, qu'est-ce qu'ils sont en train de penser, toutes ces familles, tous les proches de ces gens-là, qui ne savent pas ce qui se passe avec leurs proches, qui pensent peut-être qu'ils vont les revoir, alors que pendant ce temps-là, ils sont traités de cette manière, ils sont tués. Le Rabbi, le Rabbi Rayatz, il a vraiment décrit toutes ces émotions. Et tous les repas, si on peut dire entre guillemets, les moments où ils ont proposé de la nourriture, pendant cette journée, à chaque fois, le Rabbi refuse. Et il annonce au gardien qu'il maintient la grève de la faim. Là, on est déjà à 40 heures dans lesquelles le Rabbi n'a pas mangé et ni bu. Et ce qui se passe, c'est que, les jours sont passés. Entre-temps, ils sont venus le chercher pour l'interroger. Dans les interrogatoires, il y avait ces deux agents, il y en a eu plusieurs, Lulav et Nachmanson et d'autres. Le Rabbi décrit les conditions dans lesquelles l'interroger, les fausses accusations qui sont mises sur lui, qu'il a organisé ça. Et le Rabbi Rayatz s'est défendu, il a expliqué chaque chose. Il aura parlé à ces deux agents de manière la plus sévère. Et ils ont même mal parlé au Rabbi Rayatz. Et à un moment, il y en a un, il a dit au Rabbi Rayatz, tu vois ce point, Lulav, il a dit, tu vois ce point-là, ça fait 14 ans qu'il s'occupe de remettre certains gens en place, etc. Et le Rabbi Rayatz lui a répondu de manière très, très sévèrement. Il lui a dit, tu es dégoûtant. Il lui a parlé de manière ferme. Le Rabbi Rayatz raconte en détail tous les échanges qu'il a eu dans cette perquisition. Et à un moment, le Rabbi Rayatz, il dit, à un moment, il rentre et il dit,
c'est la première fois que je rentre dans une pièce et personne se lève. Et il dit, et dans cette pièce, il n'y a pas de mezouza. Il a dit, vous savez, c'est les seules pièces chez nous qui sont exemptées d'une mezouza, c'est les écuries et les poulaillers. Vous imaginez, ils rentrent dans une pièce de procureur, ils ont des armes sur la table, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, et il leur dit, personne ne se lève. Il a montré un courage. Ils avaient du mal. Ils essayaient de surenchérir sur leur dureté, mais ça n'intimidait pas le Rabbi Rayatz. À un moment, le Rabbi Rayatz, il a dit, je vous raconter une histoire. Et il a dit, en général, quand je parle, tout le monde écoute. Et il s'est tourné vers ses deux agents. Il dit, une fois, il y avait un apikores. Un apikores, c'est quelqu'un qui nie dans Torah et Mitzvot, et qui a été chez le Tzemar Tzedek. Et là, Lulav, il dit, certainement, un apikores, Nachmanson, il dit, certainement un apikores comme moi. Rabbi dit, non. Lui, c'était quelqu'un qui était cultivé, toi, tu es ignorant. Et le Rabbi, il dit, il est venu chez le Tzemar Tzedek. Et le Tzemar Tzedek, le troisième Rabbi de la lignée des Rabbim Chabad, Rabbi Menachem Mendel, il lui a demandé, il lui a dit, tu sais pourquoi, lorsque le décret de Haman a été annoncé à Mordechai par Esther, par l'intermédiaire de Hathach, dans la Megillah, et c'est marqué le mot Yehudim, et c'est marqué avec deux Yud, Yehudim au milieu. Il lui a dit, pourquoi deux Yud? Il lui a dit, parce que chaque juif, il a un bon penchant et un mauvais penchant. Et Akadosh Baruch Hu nous a doté de 10 facultés, 10 forces. La Neshama a 10 forces. Et des fois, elles sont utilisées avec le bon penchant, le Yetzer Tov, l'âme divine. Et des fois, il y en a qui les utilisent, les 10 forces dans le mauvais côté. Il y a les bons juifs et ceux qui ne le sont pas. Et il y a deux fois le Yud pour faire référence que le décret d'Aman, il a fait aucune distinction entre ceux qui étaient plus pratiquants, moins pratiquants. Pour Aman, tous étaient juifs. Et donc, le Rabbi s'est même exprimé une fois qu'il y a un point commun entre Mordechai et Haman. Un point commun entre Mordechai et Haman. Le Rabbi a dit oui. Les deux, ils savaient exactement ce qu'était un juif. Les deux savaient exactement c'est quoi un juif. Malheureusement, dans le mauvais côté, Haman, il savait c'est quoi un juif. Et il savait que, peu importe s'il est pratiquant ou pas, il est juif. Et pour lui, Chaz Shalom, il devait éliminer tous les juifs. Mordechai, il savait c'est quoi un juif pour que n'importe quel juif, dans n'importe quelle situation dans laquelle il se trouve, il peut le rapprocher et réveiller son étincelle divin pour le ramener à sa source. Et le Rabbi lui dit, Tzemar Tzedek lui dit, il y avait deux juifs. Et la Xéra, le décret, il était sur toutes les sortes de juifs. Alors il a poursuivi cet apikores. Tout ça, le Rabbi Rayatz, il raconte dans l'interrogatoire qu'il a en présence dans cette prison de tous ces agents les plus cruels. Et il dit, cet apikores, il a dit au Rabbi précédent, il a dit au Tzemar Tzedek, il a dit, mais pourquoi alors par la suite, quand on dit que les Juifs se sont rassemblés, ils se sont battus, il y a marqué à Yehudim, encore une fois avec de Yud. Il dit parce que quand les Juifs, ils ont vu tout le miracle, ils ont vu ce miracle, même les Juifs qui n'étaient pas dans la bonne voie, ils se sont associés à tous les Juifs qui étaient dans la bonne voie. C'est pour ça qu'il y a encore une fois de Yud. Le Tzemar Tzedek a dit à ce apikores, même toi, quand tu vas avoir une fièvre, une certaine maladie, tu vas changer ton attitude. Et malheureusement, ce juif apikores, il est tombé gravement malade, mais après ça, il a changé son attitude. Et le Rabbi Rayatz, il a dit, maintenant il se tourne vers ses procureurs, Lulav, Nachmanson, il leur a donné un regard sévère, et il leur a dit, même vous, quand vous allez avoir des souffrances, vous changerez. À un moment, Nachmanson, il se tourne vers Lulav dans l'interrogatoire devant Rabbi Rayatz, il dit, tu sais quoi? Ma mère était stérile, elle pouvait pas avoir d'enfant. Et mon père, il a été demandé de bracha à son père, Rabbi Shalom Dovber. Et grâce à sa bénédiction, je suis né, et me voici. Et il s'éclate de rire. Donc c'est juste pour que on imagine dans quelles conditions et devant qui le Rebbe Rayatz était en train de se trouver. Il faut savoir que pendant ce moment-là, il y a eu beaucoup de luttes et de démarches qui ont été faites pour intervenir pour libérer le Rabbi Rayatz. Et il y a beaucoup de personnes qui ont intervenu, c'est long à décrire aussi, mais il y a eu beaucoup de pression sur le gouvernement russe. Il y a eu une condamnation où ils ont voulu condamner le Rabbi Rayatz pour la peine capitale, mais elle a été annulée, comme on va le voir plus tard, grâce à la pression, jusqu'à cette libération.
Mais pendant ce temps-là, le Rabbi Rayat se trouve toujours dans sa cellule. On raconte que lorsqu'ils sont venus perquisitionner l'appartement du Rabbi Rayat, le Rabbi n'était pas présent. Et le Rabbi qui se trouvait à ce moment-là, qui était Khatan, il n'était pas encore marié avec la Rabbanite Raïmouchka, à un moment, il est venu. Et la Rabbanite, elle l'a vu par la fenêtre dans la cour de l'immeuble. Elle lui a dit, Schneerson, nous avons des invités. C'était un code pour comprendre ce qui se passe. Donc le Rabbi a fait tout de suite marche arrière, si on peut dire, il a changé de destination. Et c'est connu que pendant ces heures-là, avant qu'ils amènent le Rabbi en prison, le Rabbi Rayat a pu aller prévenir son secrétaire, le Rabbi a pu aller prévenir le secrétaire du Rabbi Rayat, ses chassidim, pour qu'ils brûlent et qu'ils cachent des documents, aller faire beaucoup de démarches pour éviter, parce que dans la même nuit, ils ont été arrêtés son secrétaire et d'autres chassidim. Donc le Rabbi a beaucoup intervenu pour déjà anticiper certaines choses et après, dans les démarches pour libérer le Rabbi Rayat. Et pour l'instant, le Rabbi Rayat, c'est passé 60 heures où il n'a pas mangé, il n'a ni bu. Jusqu'à que vendredi matin, ils lui ont amené, et il y a un garde qui vient et qui lui donne cette filine. Il lui donne le sac avec cette filine. Le Rabbi, il a pris précieusement ce sac. Il a commencé à prier. Et seulement après qu'il a prié dans sa cellule avec beaucoup de nigunim et d'enthousiasme, le Rabbi Rayat, il raconte les pensées qu'il a eues, comment il s'est rappelé de l'histoire de l'emprisonnement de l'Admor Azaken, et il a après cette fila, c'est seulement là qu'il a, pour première fois depuis quelques jours, qu'il a fait rentrer quelque chose qu'il a bu et qu'il a mangé un petit peu. Pour le Shabbat, le Rabbi Rayat, il a demandé qu'on lui fasse amener à manger de sa maison. C'était aussi pas une histoire évidente, mais jusqu'à que même à ça, ils ont cédé et ils lui ont donné. Maintenant, grâce aux pressions qu'il y a eu sur le gouvernement et les autorités et les interventions de différentes personnalités et des rabbanim et même de l'international, il y a eu des pressions. La peine a été allégée. Au début, elle a été allégée à 10 ans d'exil dans une ville en Sibérie. Après, elle a été allégée à 3 ans d'exil dans la ville de Castrama. Pour annoncer ça aux rabbis précédents, ils sont venus un jour dans sa cellule. Et ils lui ont dit, voilà, on va vous annoncer quelque chose, il faut se lever. La loi, la règle était que quand un prisonnier, il rentre dans la prison, et qu'on lui annonce quelque chose, ils font plein de manipulations et de choses pour enlever, comme je l'ai dit au début, que le prisonnier, il n'existe même pas. Une des choses pour montrer qu'il est soumis, c'est quand on lui annonce quoi que ce soit, il doit se lever. Rabbi Rayat, il a précisé, il a dit, moi, j'ai décidé que je ne les calcule pas. L'expression qu'il dit dans la Sira, il dit qu'Aïn Ba'efes, ils n'existent pas. Même si c'est pas pour des choses qui sont liées à Torah et Mitzvot, ils n'existent pas. Et donc là, ils ont pénétré dans la cellule. Le Rabbi Rayat, il dit qu'à un moment, ils l'ont même mis dans un cachot dans lequel il était 24 heures dans de la boue jusqu'à la moitié de sa taille. Il n'y a pas où s'appuyer parce que sous les murs, il y a toutes sortes de bestioles qui grimpent, qui rampent, des rats, des souris. Et il est resté comme ça 24 heures. Imaginez-vous, il y a beaucoup de chassidim qui ont subi ce genre de choses. Mais imaginez-vous le rabbi dans cette situation. Et ça n'a pas intimidé le rabbi dans sa position, dans sa démarche. Et à un moment, ils sont venus, ils lui ont dit, voilà, on va vous annoncer quelque chose, il faut se lever. Il a dit, je me lèverai pas. Ils lui ont dit, si vous ne levez pas, on va vous taper. Il a dit, nous. Et malheureusement, ils l'ont frappé. Et c'était pas des petites caresses, si on peut dire. Ils lui ont fait très mal. Et ils sont venus une deuxième fois, ils lui ont dit, il faut se lever, on va vous annoncer quelque chose. Il a dit, je veux pas me lever. Et ils lui ont dit, si vous ne levez pas, on va vous frapper encore une fois. Rabbi Rayat n'a pas répondu. Il y avait Loulav. Et il y avait un autre juif qui s'appelait Kabbalov. Cet autre juif, il a frappé le rabbi. C'est dur, mais c'est ce qui s'est passé. J'ai entendu une fois que quand les chassidim, quand les juifs, les premiers juifs du RSS ont commencé à arriver dans les années 90-92 en Israël, donc le rabbi avait prévenu déjà qu'ils allaient sortir et qu'il fallait préparer de quelle manière les accueillir et s'occuper d'eux, etc. Mais il fallait pouvoir communiquer avec eux en russe, donc ils ont mobilisé certains vieux chassidim en Israël qui parlaient le russe pour s'occuper de ces juifs-là. Ils ont fait des centres, des choules, ils venaient prier à la choule, etc. Il y avait un chassid qui une fois a invité un juif russe qui sortait de Russie chez lui à la maison manger Shabbat. Pendant le repas, ce chassid, il regarde le juif,
Il dit, mais son visage, il me dit quelque chose. Sa tête, elle me dit quelque chose. Il lui dit, on s'est pas vu quelque part? L'autre, il dit, non, je me rappelle pas. Et pendant tout le temps, le chassid, il se concentre, il se dit, mais j'ai dû le voir quelque part. Il essaie de se rappeler. Et à un moment, il a un flash. Il a des frissons. Il se rappelle que ce juif, malheureusement, c'était un des procureurs du KGB, qui l'a frappé en prison, qui l'a torturé, qui l'a fait souffrir. Et là, il lui dit, mais on s'est vu, il lui rappelle les événements. Et l'autre, il se rappelle, il dit, ah oui, c'est vrai. Et je pense que l'autre, il était déjà dans une autre culture, et il est mal, il est pas bien, il se sent gêné, il est invité chez lui, maintenant ils sont en Israël, et il se rappelle qu'il a pris quelqu'un, et il est en face de celui qui l'a frappé, etc. Et il est tellement pas bien, ce juif, il dit, comment je peux m'excuser, de quelle manière vous accepterez et vous serez prêt à me pardonner? Et là, le chassid le regarde et lui dit, moi je suis prêt à vous pardonner à une condition, c'est que vous acceptiez que je fasse de vous un Baal Tshuva. Ça, c'est un chassid. Et parce que il n'oublie pas le fil conducteur. Si j'ai souffert, c'était pour qu'on préserve la flamme juive. Là, j'ai l'occasion, même si c'est lui qui m'a fait souffrir, de ramener encore une âme juive à sa source. Il n'y a pas de prix à ça. Donc ces juifs, ce juif Kavalov, il a frappé le rabbi, c'était la deuxième fois qu'il le frappe, et à un moment, Loulav qui était là-bas, il dit, Rabbi, pourquoi vous les prenez à la rigolade? Ils viennent vous annoncer un allègement, parce qu'ils voulaient annoncer au rabbi qu'ils allégeaient sa peine à 3 ans d'exil. Le rabbi n'a pas calculé. Et ils sont venus une troisième fois, et ils ont dit au rabbi de se lever, et le rabbi s'est pas levé, ils l'ont frappé une troisième fois. Le rabbi dit qu'il a reçu des coups sur le menton, desquels il a beaucoup souffert des années plus tard. Bon, finalement, le rabbi s'est pas levé. Après, plus tard, ils l'ont convoqué au bureau. Ils lui ont annoncé cette nouvelle. Et le rabbi dit, c'est quoi la leçon qu'on prend de ça? C'est que il y a un din dans la Gemara que 3 fois c'est une chazaka. 3 ans qu'on a habité quelque part c'est une chazaka. Une chose qui se répète 3 fois c'est une chazaka. Alors on peut essayer de considérer ce qui est autour de nous qui paraît négatif comme rien du tout, essayer de surmonter les épreuves, essayer de pas être tenté. Le rabbi Hayat, il aurait pu dire, ils sont rien du tout, ils sont pas rien du tout. C'est une fois ils m'ont frappé, 2 fois, 3 fois. Chazaka, ça a une existence. Peut-être qu'on doit prendre en considération. Et le rabbi a dit même quand il y a eu 3 fois, que ça pourrait paraître quelque chose qui existe. Quand le rabbi Hayat, il a décidé que tout ce qui est le mal, tout ce qui est contre la Torah, ça n'existe pas, il a été jusqu'au bout. Et le rabbi dit, le rabbi Hayat, il a ouvert la porte. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas confronté aux mêmes sortes de défis. On a un autre défi. Et le défi, des fois, il est un peu difficile parce qu'il n'est pas aussi net, aussi clair que quand on a en face de nous les agents de la GPO, du KGB, qui étaient des Rechaïm. Mais le rabbi dit, quand un juif, il décide que ce qui peut déranger la Torah mitzvot, il va le tenir avec fermeté, il sait qu'il y a déjà le rabbi Hayat qui a ouvert ce chemin, qu'on peut ne pas être intimidé, même si ça s'acharne sur nous, 1 fois, 2 fois, 3 fois ou plus, on est capable de prendre une décision ferme, de se surpasser, pour faire ce qui est attendu de nous dans le chemin Torah Mitzvot. Donc là, le Rabbi Hayat se trouve dans le bureau et il lui annonce que, le Rabbi Hayat dit qu'il a vu sur son dossier qu'il y avait marqué qu'il y avait la peine, il n'a pas voulu prononcer le mot, et après il y avait 10 ans en Slovaquie, c'était une ville en Sibérie, après 3 ans Castrama. Et on était jeudi, et il demande quand est-ce que je vais arriver là-bas, c'est un voyage qui dure presque une journée, ils lui disent vous allez arriver là-bas à Shabbat. Le Rabbi Hayat il a dit Shabbat je n'irai pas. Ils ont dit au Rabbi Hayat qu'entre le moment où il y aura le train, il a une permission pour entrer 6 heures, bien sûr, surveillé, accompagné avec des gardes, chez lui, à la maison, et qu'il doit se rendre après à la gare. Mais Rabbi Hayat s'est dit, si c'est Shabbat, je prendrai pas le train. Alors, ils ont cédé. Mais pour ça, Rabbi Hayat a dû voyager dimanche, donc ça veut dire qu'il a pris sur lui de rester encore plus de temps dans cette prison. Et il est resté Shabbat, il a raconté comment, Baruch Hashem, ils lui ont donné des chalotes de la maison, et qu'il a fait le Chun Ranena, il a pris la tfila de Shabbat dans cette cellule de prison. Et à un moment, ils ont dit quel wagon, dans quelle classe vous voulez voyager. Il a dit je veux voyager dans la première classe, là où il y avait les gens du gouvernement, les officiers importants et les riches qui voyagent. Ils lui ont dit vous avez les moyens. Il a dit vous m'avez confisqué un peu mon argent parce que tout ce qu'il avait ils lui ont pris dans le bureau, qui rendent à la famille ou aux prisonniers s'il est libéré. Et si ça suffit pas, vous demanderez à ma famille. Donc ils ont cédé à ça. Et le Rabbi Hayat, il a voyagé le dimanche pour aller à cette ville de Castrama. Alors, le Rabbi Hayat a voyagé et entre-temps, il a eu quelques heures où il a pu se rendre à la maison, échanger avec sa famille, rencontrer ses proches, prendre différentes affaires, certainement donner des consignes.
Et lorsqu'il est arrivé à la gare, le Rabbi Rayatz, sur le quai, quand il était sur la porte du train, il a prononcé une sikha, un discours chassidique. Parce qu'il y a beaucoup de chassidim qui sont venus rencontrer le Rabbi Rayatz. Ces chassidim ne savaient pas si et quand ils allaient revoir le Rabbi. Donc il anguissait le Rabbi, il savait que le Rabbi était en prison, il était naturel que tous les chassidim se manifestent et viennent voir le Rabbi. Mais ils avaient donné consigne de ne pas venir. Parce qu'ils savaient que plus il y a un rassemblement, plus il y a des gens autour du Rabbi, plus ça renforce leur colère et ce qu'ils peuvent provoquer comme chose négative au Rabbi précédent. Alors, la plupart des chassidim sont venus. On raconte que, avant de partir, le Rabbi Rayatz, il a vu qu'un chassid qui n'était pas présent. Le chassid connu, qui était le mashpia, le menaël de la yeshiva Tomchet Mimim à Brunois, Rav Nissan Nemanov. Rav Nissan Nemanov, grand chassid très connu, et il n'était pas présent. Et on a demandé au Rabbi, le Rabbi a demandé, j'ai pas vu Rav Nissan, et on lui a dit que comme on a donné la consigne pas venir, il n'est pas venu. Alors, il faut savoir que Rav Nissan, c'est un chassid très 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 attaché au Rabbi. Pour que vous sachiez, les gens qui ont connu Rav Nissan à la yeshiva de Brunois, ils savaient que lorsqu'il venait Shabbat Mevachim, avant la tfila pour faire les Télim, il allait vers sa place, il était devant le mur, il mettait une main sur le mur, une main dans son gartel, et il faisait tout le Télim par cœur. Télim par cœur, c'est pas donné à tout le monde. Même les gens qui font Télim tous les jours, faut le retenir par cœur tout le Télim. Et j'ai entendu dire que quand Rabbi Rayatz a quitté son domicile, quand il était amené en prison, ils ont trouvé sur sa table un papier où c'était marqué en yiddish, et un peu avec une expression de la Gemara, Medav Zogin Teilim Beshufi. On doit dire Teilim en abondance. Et les chassidim ont su ça. On dit que certainement, comme un chassid très très fidèle du Rabbi Rayatz, du Rabbi Savitrak, il a dit beaucoup de Teilim pendant toute cette période, c'est presque un mois d'emprisonnement. En tout cas, il connaissait le Teilim par cœur. Alors on a dit au Rabbi précédent qu'il n'a pas voulu venir parce qu'on a dit que c'était un peu dangereux ça pourrait gêner pour le Rabbi Rayatz. Et le Rabbi Rayatz, il s'est exprimé, il a dit « Aziser soldat ». La traduction, un soldat doux. Ça veut dire quoi un soldat doux? Un soldat, c'est un soldat, il n'est pas doux, c'est un guerrier. Mais en même temps, il a dit c'est un soldat parce qu'il sait se maîtriser, il sait se travailler. Et avec tout le sentiment qu'il avait pour le Rabbi Rayatz, qu'il aime le Rabbi Rayatz, et qu'il aurait voulu, il aurait été le premier à vouloir le voir, mais comme il savait que c'était peut-être pas le bon moment pour aller le voir, et que ça pouvait causer du tort, donc il a pris sur lui. Donc il a cette douceur, cet amour envers le Rabbi Rayatz, et en même temps il a eu cette force, pour l'amour du Rabbi Rayatz, de ne pas venir à ce moment-là. Et le Rabbi Rayatz a prononcé un discours. Il a prononcé un discours qui a valu sur ça des explications, et un mahamar plus tard du Rabbi, que le Rabbi Rayatz, il a parlé du courage, qu'on est en exil, mais c'est que notre corps qui est en exil, notre neshama n'est pas en exil. Il a encouragé les chassidim à continuer, etc. Et il a commencé sa tfila avec un pasouk. Yehi Hashem Elokeinu imanu ka'asher haya im avoteinu al yazveinu ve'alichenu. Et ça veut dire que on demande à Hashem qu'il soit avec nous, de même qu'il a été avec nos ancêtres et qu'il nous abandonne pas. Et il a poursuivi en yiddish. Il a dit Akadosh Baruch Hu zol zayin mitunz und vet zayin mitunz. Qu'Akadosh Baruch Hu il soit avec nous, il sera avec nous. Ce qui a valu plus tard un discours du Rabbi en 1964, dans lequel le Rabbi s'est arrêté sur les propos du Rabbi précédent, dans ce discours, dans cette sikha qu'il a prononcé à la porte du train, sur les marches du train à la gare, avant d'aller à son exil, et dans laquelle il a demandé, le Rabbi il a dit, ça veut dire quoi qu'il dit que Hachem soit avec nous, et Hachem va être avec nous. Il y a celui qui demande, le demandeur, et il y a Kadosh Baruch Hu qui exauce. Mais là, il inclut les deux ensemble. C'est un long mahamar où le Rabbi a développé beaucoup de choses. Mais le Rabbi il arrive à une conclusion, que le Rabbi Rayatz, il a pratiqué, expérimenté un Messirut Nefesh particulier, parce que c'est un Messirut Nefesh même sur des choses sur lesquelles Al-Pidin, selon la loi de la Torah, on n'était pas obligé de faire Messirut Nefesh. Et il a inculqué ça aussi chez ses chassidim. Le Rabbi, il développe que ça monte sur un bitoul, une certaine annulation envers Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi dit quand un tzaddik, il est tellement annulé,
envers Dieu, et qui fait qu'un, lui et Dieu, c'est une seule chose, alors là, la demande, lorsqu'on demande à Hachem qu'il soit avec nous, elle peut inclure aussi déjà la promesse et le retour d'Akadosh Baruch Hu que Dieu va être avec nous. Et donc le Rabbi Rayatz a pris la route, le train il est parti. On raconte que le Rabbi Rayatz, au moment où le train il est parti, on a vu les larmes couler de ses yeux. Et il est arrivé à cette ville Kastrama. Il y a un chassid qui savait que le Rabbi Rayatz allait là-bas, qui s'appelait Reb Michael Dvorkin. Et à l'avance, il a été là-bas. Il a arrangé le mikvé. Il a fondé un petit cheder. Et le Rabbi, il dit, regardez, les mêmes raisons et motifs pour lesquels il a été emprisonné, pendant ce temps-là, avant qu'il arrive à cet exil, il y a un chassid qui va et qui montre qu'on ne cède pas et qui fonde un cheder et qui répare le mikvé. On dit qu'il y avait une petite communauté juive, la chassidim, les juifs là-bas ont vu le rabbi précédent, le premier Shabbat, ils ont observé combien le rabbi précédent il était dans la choule, il a prié barichout longuement avec des nikunim. Pour les juifs, c'était pas quelque chose habituel d'observer une scène pareille. Et on dit que ça a eu un grand impact sur ces juifs-là. Et celle qui a accompagné, celle que le rabbi précédent a choisi pour l'accompagner, c'était sa deuxième fille, la rabbinite Chayemushka, la femme du rabbi, à qui le rabbi précédent avait déjà donné des responsabilités dans certaines activités en Russie à l'époque, mais c'est elle qui a été accompagnée le rabbi précédent, c'est elle la première qui a eu la nouvelle, lorsque l'officier, le 12 Tammuz, il a annoncé qu'ils avaient reçu l'ordre de la libération, et le lendemain, c'était un jour férié, donc où un jour le bureau était fermé, donc il n'a pas pu la recevoir en même temps pour être libéré, pour pouvoir que ça soit valable, mais le lendemain, le 13 Tammuz, il a reçu l'acte et il a été libéré. Le rabbi s'est exprimé une fois que c'est un nes, un très grand nes. Et ce qui s'est passé, le rabbi l'a dit, ce qui s'est passé ce soir-là, que de l'emprisonnement, où il devait se diriger selon l'instruction du garde, du soldat, dans le couloir, ou au bout du couloir, il devait, là-bas, on fusillait les personnes qui arrivaient là-bas. Le rabbi il a dit ça, et la Hashgacha Pratit qu'il a choisi l'autre couloir et qu'il n'a pas été dans ce couloir. Le rabbi il a dit, les gens demandent aujourd'hui pourquoi on ne voit pas des grands miracles comme la traversée de la mer Rouge, Kriyat Yam Souf. Le rabbi il a dit, ça, c'est un miracle comme la traversée de la mer Rouge, comme Kriyat Yam Souf. Mamash, ce soir-là, c'était un nes que le rabbi Rayatz il a eu. Et c'était vraiment ce qu'ils ont voulu à plusieurs reprises, et même dans une des interrogatoires, cet agent Loulav, il a dit au rabbi, dans 48 heures, il bégayait, le rabbi Rayatz il m'a dit, dans 48 heures, vous serez fusillé. Et il faut savoir que beaucoup plus tard, lorsque le rabbi Rayatz est arrivé en Amérique, une fois il était dans la petite choule du 770, il y avait la cafote. Il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de buées, et il y a un moment, quelqu'un qui a poussé tout le monde, il a dit, poussez-vous, vous rendez étroit le rabbi Rayatz. Il voulait dire que le rabbi Rayatz a besoin d'air pour respirer, parce que sa santé était faible. Donc il s'est exprimé de cette manière, il a dit, vous rendez étroit le rabbi Rayatz. Et quand le rabbi Rayatz, il a entendu ça, il a arrêté, il lui a dit, faut savoir qu'il n'y a aucun juif qui me rend étroit. Même Loulav, lorsqu'il m'a annoncé que je serais fusillé dans 48 heures, le point juif qui est en lui ne me rend pas étroit. Donc, ça, c'est le Chag HaGeoula de Yud Bet, Yud Gimel Tammuz, cette délivrance du Rabbi Rayatz. Les chassidim, animés de cette joie, de ce grand nes de Yud Bet, Yud Gimel Tammuz, que Rabbi Rayatz a pu être libéré et revenir, les chassidim savaient que ces agents-là de la Yévé Sexia n'allaient pas s'arrêter là. Ils savaient en même temps qu'il y a eu un miracle, mais on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Donc la décision a été qu'au lieu de prendre le risque, de devoir dans un deuxième temps lutter pour encore une fois protéger le Rabbi Rayatz, ils ont plutôt fait des démarches pour permettre au Rabbi Rayatz de quitter la Russie avec toute sa famille. Et le Tishri d'après, donc Tav Resh Pechet, 1900, on est toujours en 1927, c'est 5688, le Rabbi Rayatz, le lendemain de la fête de Simchat Torah, a quitté la Russie, il est en Pologne.
où d'autres épreuves l'attendaient, et bien sûr après la guerre, et plus tard, il a été sauvé, il a pu arriver en Amérique où il s'est installé au 770. Intéressant de savoir, c'est que le 16 Adar 5709, 1949, le Rabbi Rayatz a reçu, le Rabbi Yosef Yitzhak a reçu la nationalité américaine. Et normalement, pour recevoir la nationalité américaine, il faut se déplacer. Il y a une loi qui a été votée spécialement, changée pour permettre au Rabbi Rayatz de recevoir la nationalité sans se déplacer, parce que il pouvait pas, ça lui était difficile de se déplacer. Et toute la délégation des juges, des avocats, ils sont déplacés. Il y a une vidéo de ça. C'est une vidéo, on raconte que le Rabbi, à ce moment-là, le Rabbi en a parlé de cet événement. Il a expliqué que le Rabbi Rayatz, ce jour-là, il a mis son spodik, c'est son chapeau en fourrure qui mettait que Shabbat. Ça veut dire que c'était un jour important. Et le Rabbi a organisé qu'il y ait un studio pour l'époque. C'était pas quelque chose de commun, qu'il y ait un studio de photographes qui sont venus, qui ont fait des vidéos couleurs pour l'époque, avec des photos qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Les vidéos ont été publiées il y a un certain nombre d'années. Et dans ces vidéos, on peut voir le visage du Rabbi Rayatz en couleur. On peut voir la Gdusha. On peut voir ce qu'il a pris sur lui comme souffrance. Bien sûr, on voit le Rabbi à côté de lui qui l'assiste avec beaucoup de bitoul, d'annulation envers le Rabbi Rayatz. On voit les efforts que ça lui est quand il doit écrire, ça lui demande, quand il doit qu'il a été assermenté, et après quand il aura prononcé quelques mots au procureur, aux gens présents, on voit combien ça lui est difficile, on voit mamash cette Gdusha, ce Messirut Nefesh, ces souffrances que le Rabbi Rayatz il a pris sur lui. Il faut savoir qu'autant un rabbi il prend des souffrances sur lui, mais autant le but c'est quelque chose, c'est que ça amène, ça préserve les valeurs de Torah, de Chassidishkeit. Vous savez que le rabbi précédent, lorsqu'il arrivait en Amérique, il a proclamé America is not anders, l'Amérique n'est pas différente. Ça veut dire qu'il a dit le même esprit du vieux shtetl qu'on avait avec toutes les valeurs chassidiques qu'on avait en Russie, en Pologne, elles vont continuer ici. Il faut savoir qu'il arrive ici face à une communauté juive américaine bien installée, avec beaucoup de succès, très moderne, qui n'était pas prêt à tout ça. Mais le Rabbi Rayatz, il n'a pas cédé. Le Rabbi Rayatz, il raconte dans un de ses journaux, il dit comme ça, il dit, lorsque je suis arrivé là-bas et que j'ai annoncé ça, il a été accueilli dans une salle au port, il a annoncé ça, après il y a une délégation de chassidim qui sont venus le voir. Il raconte comme ça, il dit, il y a des gens proches qui sont venus et qui m'ont dit, Rebbe, faut baisser un peu les bras, faut un peu lâcher l'histoire, si on peut dire. Ici, on est en Amérique, il y a beaucoup qui ont essayé comme vous, il y a beaucoup qui ont voulu, mais ils ont dit, le Rabbi dit l'expression que les Meraglim, ils ont dit lorsqu'ils sont venus, les explorateurs, ils ont dit, Eretz Ochelet Yoshvea, c'est une terre qui consomme ses habitants, ça veut dire, il y a une matérialité, il y a un modernisme, qui des communautés installées puissantes, mais avec une autre culture. C'est une bataille perdue. Et Rabbi Rayatz, il dit, c'est ce que j'ai entendu quand moi j'ai annoncé que l'Amérique n'est pas différente. Il dit, ça m'a beaucoup touché d'entendre des mots comme ça. Et il dit, ça m'a touché davantage d'entendre ces mots-là de gens proches. Et il dit, vous imaginez, ce premier Kriyat Shema à la Mita, le soir, que j'ai fait sur la terre d'Amérique, je l'ai fait avec j'ai versé beaucoup de larmes. Mais il dit, mais on n'a pas cédé. Et le lendemain, j'ai pris un minyan de Bachurim, et on a fondé une yeshiva de Tamchet Mimim, et la suite on la connaît. Donc ce Messirut Nefesh, il a un but, et si aujourd'hui ce but, il est appliqué par nous, et toutes les leçons, elles sont appliquées par nous, on peut dire c'était la raison pour laquelle le Rabbi Rayatz, il a été prêt à payer ce prix très dur, lui et encore beaucoup d'autres chassidim. Mais pour terminer, le Rabbi s'est arrêté une fois. Comme j'ai dit, le Rabbi, chaque nuance de son journal du Rabbi Rayatz, il avait un sens. Il n'y a pas un mot qui a été dit en plus. Et le Rabbi dit, il commence le Rabbi Rayatz à raconter le soir de l'arrestation, de la perquisition dans son appartement, en disant que c'était après une journée où pendant 4 heures, j'ai reçu des gens en audience privée, et que j'étais fatigué, et j'ai fait ma arrive, et je me suis lavé les mains, je me suis assis pour dîner. Le Rabbi dit, s'il veut raconter l'emprisonnement, pourquoi il a besoin de raconter ce qui s'est passé avant,
qu'il a reçu des gens en audience privée, qu'il était fatigué. En quoi ces détails apportent quelque chose dans le journal de l'histoire de son arrestation? Et le Rabbi explique. Le Rabbi dit il y avait deux sortes de yuchidut, d'audience privée. Il y avait les audiences privées pour les gens privés qui venaient demander pour leur propre des brachot et des conseils au Rabbi Rayat pour leurs problèmes personnels. Mais il y avait aussi des audiences pour les responsables communautaires, ceux qui étaient les chassidim, délégués pour fonder des Talmud Torah, des mikvah, des chadarim et d'autres missions clandestines qu'ils avaient pour préserver le judaïsme. Le Rabbi dit ce soir-là, à ce moment-là, c'était pour les personnes privées. Les personnes qui avaient des responsabilités communautaires, ils devaient venir dans des moments différents, sans se faire voir, et c'était pas évident. Le Rabbi dit, dans l'immeuble en face, le KGB s'était installé, la GPO. Ils avaient mis des agents, la YV-Sektia. Et de l'immeuble d'en face, ils observaient chaque personne qui pénètre et qui rentre chez le Rabbi Rayat. Le Rabbi dit même plus que ça. Dans l'appartement d'à côté, ils se sont installés. Et ils ont même cassé un peu l'épaisseur du mur qui sépare le Cheder HaYechidut, la pièce où il reçoit, et l'appartement d'à côté pour pouvoir entendre ce qui se discute dans la pièce du Rabbi Rayat. Il dit le Rabbi Rayat, il savait tout ça. Donc il fallait que toutes ces personnes, ils trouvent toujours des combines pour pouvoir rencontrer et communiquer avec le Rabbi Rayat. Il dit plus que ça. Il fallait que personne sache plus d'informations que lui était nécessaire. Au cas où il se fait emprisonner, attraper, qu'on puisse pas lui faire sortir des informations qui mettent en danger d'autres. Donc, le Rabbi Rayat, c'était le seul ordinateur, si on peut dire, qui contenait en lui toutes les données de ce mikvé, de ce cheder, de ce moré, de ce rave dans cette choule, de chaque chose. Et le Rabbi Rayat, il devait prendre sur lui toute cette charge. Et donc, tout ça pour dire que le Rabbi Rayat, il dit comme ça, il dit, ces chidoutes-là qu'il a eu avant de son emprisonnement, il précise, c'était pour les gens privés qui viennent parler de leurs problèmes. Et il dit, et ça m'a fatigué. Ça veut dire quoi, ça m'a fatigué? Dans quel sens il dit ça? Il y a deux manières d'écouter les problèmes des gens. Vous savez, des fois, il peut y avoir un psychologue, il consulte toute la journée, toutes sortes de personnes, avec chacun ses difficultés, son paquet, mais le soir, il rentre chez lui, ça y est. Le Rabbi Rayat, il a voulu montrer que quand on prend sur soi de la skanout sibourite, on a un rabbi, on a un chaliach, on a un rav, on prend sur nous un rôle communautaire, tout ce qui se passe avec chacun doit nous prendre à cœur, jusqu'à nous épuiser, si on peut dire, dans le bon sens. Ça veut dire qu'on doit se sentir concerné. Et le Rabbi, il en retient qu'on doit prendre l'exemple du Rabbi précédent et prendre à cœur l'éducation et le chinour des enfants, d'ajouter et de s'assurer que les enfants reçoivent un chinour dans l'esprit de Torah et mitzvot et de chassidut. Alors, prenons à cœur ce Messirut Nefesh et ce courage du Rabbi Rayat, cette histoire de cet emprisonnement et ce Chag Hageoula, et que on s'inspire de tous les enseignements et les valeurs de Torah et mitzvot, de chassidut, de chassidishkeit, de chinour, d'éducation juive que le Rabbi Rayat a voulu apporter et pour lesquels il s'est battu, et grâce auxquels aujourd'hui on a encore toute cette flamme juive qui a tenu après en Russie, après en Pologne, après en Amérique, et le travail que le Rabbi il a après continué à amplifier tout ce travail commencé par le Rabbi Rayat, et en prenant sur nous de vivre ce Chag HaGeoula, en essayant d'amener une Geoula personnelle chez nous, en sortant un peu de nos habitudes pour essayer de s'améliorer dans notre Avodat Hashem et dans notre attachement à Rabbi, on méritera qu'Akadosh Baruch Hu, d'ici ce Chag HaGeoula de Yud Bet Tammuz, nous envoie tout de suite la Geoula que le peuple juif a tant besoin dans notre époque aujourd'hui, la Geoula pour tous ceux qui en ont besoin, les otages, les Chaïdim en Eretz Israël, chacun personnel dans sa vie personnelle, chacun dans sa Avodat Hashem, et qu'on arrive à la vraie Geoula, à Mitid Vashleima, avec la venue de Mashiach Tzidkeinu.